radio pirate. Faites partie de la révolution. OK, on est là en vendredi avec Jerry. T'as pas ton chandail des Chargers? Non, parce que ma blonde a dit il faut que tu le mettes au lavage. Ah, OK. Elle dit, je tenais de le voir. Ben, c'est elle qui te l'a donné. Oui, mais là, je l'ai tous les jours sur le dos. Fait que là, à un moment donné... Mais pour la game, il va être bien OK, propre. pour la game, tu vas l'avoir? Oh, parfait, oui. parfait. Donc, hier, on n'avait pas de NFL hier, mais on avait un des matchs appelons ça la semi-finale du NCAA entre Penn State et Notre Dame. Non, j'ai écouté la fin de ça, Mike. Notre Dame qui a gagné. Je pense qu'il y a 20 millions qui va avec ça, là, pour l'Université de Notre Dame. Ah ouais, il y a un pot de fric. Ah, il y a du cash. Il y a du cash dans le NCAA football. C'est complètement fou. Je sais pas si tu as vu, mais le meilleur joueur, cette année, le meilleur joueur probablement qui va être repêché, c'est le carrière du Miami Hurricanes. Donc, Cam Ward, qui va être probablement le premier choix. Lui qui était en liste pour... qui a perdu à la toute fin le Heisman Trophy parce que l'équipe a perdu. Miami Hurricanes, pas parce que je suis partisan, mais le Miami Hurricanes, d'ailleurs, j'ai mon chandail toujours. Moi, je porte toujours mes chandails parce que I believe, OK? Donc, j'ai mon chandail. Et le Miami Hurricanes aurait dû être dans ces équipes-là. Il y a eu une histoire à la fin là, qui ont été comme boudées par le comité. Alabama a pris la place. Mais personnellement, comme fan, je trouvais qu'il ne méritait pas d'être là 0-0-0 à cause de la défensive. Que la défense. Et la minute que la saison a fini, 1 heure après, ils ont crissé le coach de défensive dehors. Parce qu'on a scrappé une équipe extraordinaire, une équipe incroyable, avec un carrière incroyable, qui sera le premier choix, probablement de la NFL au mois de juin. Pas Cam Ward, c'est Cam pardon, mais super carrière. Et là, il y a des transferts. Les transferts commencent, là. Les transferts de joueurs qui changent d'université. Le meilleur joueur depuis 2-3 ans, qui a 2 championnats nationaux, c'est le carrière des Georgia Bulldogs, qui n'a pas joué cette année à la fin de la saison et non pas dans les playoffs non plus. Donc, il n'a pas joué la semaine passée parce qu'il est blessé à une épaule, je pense. Mais il y avait 2 choix. Aller dans la NFL tout de suite ou finir son université l'année prochaine. Et il aurait décidé, ce qu'on a su hier soir, c'est qu'il aurait décidé de finir son université. Pourquoi ça arrive maintenant, ce genre de patente-là, alors que ces joueurs-là, établis, vedettes, sûrs d'être soit un premier choix ou un deuxième ou au max un 5e choix. Pourquoi ces joueurs-là décident de rester dans la NCAA? Eh bien, il y a des payes maintenant. C'est ça. Et le carrière des Georgia Bulldogs, un des meilleurs programmes de football, a décidé de transférer. Et il va rester dans la NCAA parce qu'il va faire crissement plus d'argent l'année prochaine, à sa dernière saison dans la NCAA, qu'à une première saison de rookie dans la NFL, même s'il est repêché on top. Tu comprends pas tant? Ben oui. Donc, il risque d'avoir une dizaine de millions de dollars pour jouer sa dernière saison. Et, en tout cas, pour les fans du Miami U, la bonne nouvelle, c'est que ce serait le U qui signerait le carrière des Georgia Bulldogs pour la dernière année l'année prochaine. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle, mais c'est le cash qu'il se promène maintenant dans cette ligue-là. C'est complètement capoté. Très triste de voir que la belle madame de ESPN a demandé au coach de Notre Dame si le fait qu'il était content d'avoir gagné et de s'en aller au championnat national. Puis c'était la première fois qu'un coach noir se rendait là. Il n'a pas répondu à ça. OK? Il n'a pas répondu à ça. Ça, là, il faut arrêter ça, là. Il faut arrêter ça, Calice, là. Ça n'a rien à voir qu'il soit noir. Il est là parce qu'il est bon. Voilà. C'est tout. Sa couleur, ses origines, qu'il soit d'origine cubaine, qu'il soit d'origine argentine, qu'il soit d'un ghetto, qu'il soit de... Peu importe, qu'il soit homosexuel, qu'il soit même un monsieur, madame. Ce qui se passe dans notre société en ce moment, c'est que il y a des gens qui vont ramasser des jobs non pas au mérite, mais parce qu'ils cochent des cases sur une feuille. Et là, tout le monde embarque là-dedans. Hey, oui, coach, pour vous, là, émotivement, de savoir que vous êtes le premier noir à se rendre au championnat national, ça vous fait quoi, là? Ça a fait d'ESPN hier, là. Calif, come on, man. Come on, lady. Come on, lady. T'es meilleur que ça, là. Tu sais, come on.
Il est là parce qu'il est bon. C'est un Christy Voilà. de bon Il est bon, coach. il est bon, il est travaillant, il est ingénieux, puis c'est pour ça qu'il est là. Yes. C'est- Yes. Puis il y a eu une défaite difficile dans l'année contre une équipe qui n'aurait jamais dû perdre. Et il a réussi à garder ces veaux-là. C'est des veaux, là. À cet âge-là, c'est des veaux. Ils sont à l'université, ils sont à travers les pitounes, ils sont à travers les parties, les ci, les ça. C'est très, très dur de motiver ces jeunes-là pour toujours quand il y a une défaite. C'est parce que au college, une défaite, ça change ta patente. Tu as des chances de ne pas te rendre au playoff. Et, il y a, le plus possible, tu essaies d'être undefeated pour te rendre à la grande game. Et là, il est arrivé une défaite un peu inattendue contre un programme qui n'aurait jamais dû battre Notre-Dame. Et le coach les a ramenés sa traque. Il est extraordinaire. Et ça n'a rien à voir avec sa fucking C'est couleur de peau. Arrêtez de toujours diviser le monde de même. L'autre game, c'est à soir. Là. Texas contre Ohio State. Texas, oui. Ah oui, c'est à soir, Oui. ça, là. Ah, ça va être oui. crazy, Moi, ça, je là. vais l'écouter, ça. Je vais l'écouter ça. Puis la finale, la grande finale, c'est un lundi, hein? Oui. C'est une tradition. C'est le 20 janvier. Exact, c'est tard, là, parce que là, c'est une nouvelle formule de... moi, j'aime beaucoup plus ça. En passant, là, je sais qu'il y en a qui chialent, là, mais la majorité, c'est plus... Oui, il y a un choix au début, à un moment donné, là, sur les genres d'équipes qui ont à choisir. Il y en a qui sont là de manière assez évidente, mais ils ont quelques choix à faire. Ça a créé une controverse, entre autres, entre Alabama et le Miami Hurricane. Mais, outre ça, c'est beaucoup mieux de même. C'est beaucoup mieux que toutes sortes de patentes qu'on ne sait pas trop qui va être le champion. Là, il y a des games de plus. Il y a du spectacle. Il y a, regarde, soirée fantastique pour Notre-Dame et Penn State. Donc, t'as aimé ta game, Mr. White? Mr. White, oui. Ça peut y utiliser les écouteurs? Oui, maintenant. Ah. T'as aimé ta game, Mr. White? Parce que non, t'es pas mais très NCAA, toi. Non, mais moi, j'aime, tu sais, dans n'importe quel sport, j'aime les événements. Tu sais, Oui. j'aime quand il arrive quelque chose de spécial, comme là, ça, hier, c'est considéré comme les demi-finales. Là. Exact. Puis là, j'écoutais la fin de la game et j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, les revirements. Puis là, le monde dans la foule, tu sais, qui se prennent la tête à deux mains parce que là, la foule est comme séparée dans Oui, c'est ça, l'universitaire. Il y a C'était trois capable. foules. Il y a des gens qui sont de la place et qui viennent voir un excellent match de football. Puis tu as les partisans de l'université qui se déplacent, des deux universités qui arrivent en avion puis qui remplissent les hôtels. Puis c'est complètement crazy, là. Donc là, c'est une ambiance incroyable. Là. Mais on n'a-tu pas idée ici à quel point que c'est gros le sport universitaire aux États-Unis, pareil? Hein? On n'a pas d'idée. Tu sais, On le a- March on a aucune Madness idée. s'en vient. Là, le March, ben, il s'en vient dans 2 mois. Là. Mais tu sais, le March Madness, au basketball, c'est incroyable. Là, tu sais, je veux dire. Attention, c'est pas dans 2 mois parce que lundi, on est quasiment à la mi-janvier. Là. Mhm. Lundi, Ça on est passe quasiment à vite. la mi-janvier. Ça déboule, les amis. Ah Oui, ça ouais, déboule. mais là, je suis rendu que j'attends la fin de l'hiver. C'est long, ce bout. Mais le temps passe, les amis. Le temps passe. Vous allez voir que la première chose que vous allez vous apercevoir, c'est que vous êtes rendu au March Madness et on est au début mars puis c'est commencé. Hey, en parlant de ça, vous savez que les journées rallongent depuis le 21 décembre. Le 21 décembre, c'est le début de l'hiver. OK? Juste rappelez ça. Quelqu'un vous dit, le 27 décembre. Hey, à date, on n'a pas d'hiver. Parce qu'elle a commencé depuis une semaine. Donc, il faut se calmer un peu. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque commence l'hiver, les jours rallongent, OK? Et on vit d'espoir à partir au moment où les jours... C'est à peu près une dizaine de minutes de rajouter, peut-être 12 à peu près, là, surtout en fin de journée. C'est à peu près ça que vous avez de plus en moyenne un peu partout dans l'hémisphère nord. C'est à peu près le nombre de minutes qu'on a gagné, peu importe le fuseau horaire que vous avez. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le débat sur le changement d'heure, parce qu'on vit pour le changement d'heure. Pour les gens qui veulent avoir l'heure normale de l'Est pour tout le temps, vous allez faire un saut. Là. Vous allez, au printemps, vous allez avoir un coup de poing dans le pâté à viande. Là. Vous allez savoir, on ne change pas l'heure. Ben non, on ne change pas l'heure. Vous avez voulu ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir un débat là-dessus. OK? Parce que Trump a dit, OK, en arrivant, la première fois que je passe une loi, puis on va garder l'heure normale de l'Est. Là, j'ai dit, fuck. Mais il y a vraiment 2 écoles de pensée là-dessus. Moi, je fais partie de ceux. Je ne dis pas que j'ai raison, là, regarde, chacun ses points. Mais personnellement, moi, j'aime mieux le saving daylight, OK? Donc, ce qu'on appelle chez nous l'heure avancée de l'Est. L'heure d'été. L'heure qu'on va avoir au mois de mars. Moi, c'est elle que j'aime le plus. Je ne sais pas vous autres. Et, En fait, tu m'as vendu à cette idée-là, parce que moi, je n'avais jamais réfléchi à ça. Tu sais, pour lequel que j'aurais préféré, puis tu m'as vendu à cette idée-là comme le fait que c'est plus le fun d'être plus éclairé le soir. Ben,
Au printemps, exact. Entre autres, au printemps, les journées rallongent très rapidement à partir du mois de mars. Et au mois de juin, ben, vous avez des soirées éclairées jusqu'à 9h, 9h15 le soir. Tandis que si on garde l'heure normale, vos plus longues journées d'été vont se finir vers 8h. C'est ça. Et au mois d'août, ça va être 7h, 7h15. Donc, à 7h15, il fait noir au mois d'août, là. Oh, my God! Même ça. Je vous dirais plus 7h que 7h15 en passant. Et après ça, ben, l'affaire aussi, c'est qu'au mois de juin, quelqu'un qui se lève avec la lumière comme moi, ah, mais mets-toi une bonne toile. Oublie ça. Arrêtez. Arrêtez, ça marche pas. Tout essayé. Les patentes dans les yeux, les affaires. Oubliez ça. OK? Les patentes dans les yeux. Les cocombes. Si j'ai tout essayé, les cocombes, j'ai tout fait, là. Il n'y a rien à faire. OK? J'aimerais ça. Je peux pas savoir comment, mais je suis de même depuis que je suis ado. Regarde. On est de même. Bon. Mais là, ça veut dire qu'au mois de juin, vous allez vous lever à 3h30. C'est ça. Non, oui, ça va être de bonne heure. Non, moi, je veux pas ça. Moi, je suis comme Jeff. Là. Le soleil se lève, moi, je me lève. Non, ça veut dire que Jeff va jouer au golf à 4h15. Là. Oui, exactement. Ben, il va être tranquille. Oui, le soir, il va être très tranquille. Il ne sera pas très bougie. Je ne serai pas bougie, là. Pas bougie du tout, là. Donc, mais là... Pas de problème, c'est les ponts à cette heure-là. Il y a 0 personne sur les ponts à 4h15 du matin. En fait, je vais être sur les ponts à 4h moins 5 parce que le départ va être à 4h15. Oui, c'est ça. Mais là, on a eu une nouvelle hier. C'est que, est-ce que vous connaissez Rick Scott? Moi, j'ai déjà donné la main à Rick Scott, OK, il y a plusieurs années. Rick Scott est l'ancien gouverneur de l'État de la Floride. Rick Scott, c'était le républicain qui était gouverneur pendant 8 ans avant Ron DeSantis. Et quand il a terminé ses 2 mandats comme gouverneur, il s'est présenté comme sénateur. Et depuis ce temps-là, il est sénateur républicain à Washington. Il représente l'État de la Floride. Je pense que les États ont chacun 2 sénateurs, si je me souviens bien. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que ça marche, c'est 2 par État. Et Rick Scott a déposé hier un projet devant le Sénat pour qu'on garde le Daylight Saving. Donc, attends un peu, là. Rick Scott et Trump sont des chums, là. Et Trump, lui, dit dans un tweet il y a à peu près un mois, quand j'arrive comme président le 20 janvier, une des premières choses que je fais, c'est que j'enlève le changement d'heure. Il a dit ça la journée du changement d'heure. Il dit on va garder l'heure normale. Faites un saut. C'est ça. Alors que Marco Rubio, qui était celui qui avait initié la patente il y a de nombreuses années, lui, c'était pour garder le Daylight Saving. Comme je pense que l'Arizona, si je ne me trompe pas, l'Arizona est sur le Daylight Saving à longueur d'année. OK? Donc, vous pouvez décider ça par vous-même. Vous n'êtes pas obligé que ce soit les pays qui décident. Il y a des États qui ont déjà décidé de garder, de ne pas avoir de changement d'heure. Donc, l'Arizona ne change pas d'heure. Et je pense qu'il y a un deuxième État quelque part qui ne change pas d'heure. Et je crois que c'est le Daylight Saving. Donc là, quand Tom est arrivé avec ça, il a fait un saut. Je fais, qu'est-ce que c'est ça? What the fuck is that? Puis là, regarde, si on est une crotte de nez dans la patente, s'il décide que c'est l'heure qu'on garde, ce sera l'heure qu'on garde. Mais là, ça me décourageait un peu. Je me dis, fuck. Mais j'ai pas fait comme plusieurs. Ben à cause de ça, je l'aime plus. Il y en a plusieurs qui font ça. Là. La minute que quelqu'un qui aime fait une affaire qu'il n'aime pas. Là, avant, je l'aimais. Là, je l'aime plus. C'est un peu fou. Non, mais je dis, regarde, c'est sa patente à lui, c'est sa soupe au poids à lui là, qui s'organise. Et là, ben, il va y avoir un débat à savoir est-ce que ça va être l'heure normale ou ce sera le Daylight Saving. Oui. Bravo à Rick Scott, qui est un chum de Trump et qui s'en va un peu contre Trump à savoir lequel des deux qu'on va garder. Ce que je vois, c'est Arizona et Hawaï. Oui, c'est Hawaï, exact. Hawaï. Oui. D'ailleurs, on a des pirates qui sont à Hawaï. Je veux les saluer. Ils sont au tournoi de golf de la PGA. La semaine passée, il y a un tournoi à Hawaï. C'est les gagnants de l'année qui étaient là. C'est un genre de tournoi qui lance mais le vrai lancement de la saison de golf de la PGA, c'est cette semaine. Et on a un couple de pirates qui sont sur place. Je tiens à les saluer. Ayez du bon temps à l'endroit extraordinaire, l'endroit où est le terrain, entre autres. Incroyable. Écoutez, mais juste un petit mot par rapport à ça. Mettons que les États-Unis décident décident son camp, puis décident, mettons, que c'est l'heure normale, là, pas l'heure avancée, l'heure normale tout le temps, etc. Nous autres, ici, on peut pas avoir une heure de différence avec New York. Là. On peut pas, mais on peut le faire, parce qu'on est tellement bizarre. On peut pas faire ça, là.
Pourquoi? On peut pas être, non, mais pour pas être assez cave. Tu sais, veut dire, il est 6 heures du matin à New York, puis il est 5 heures du matin à Montréal. Et on galisse. Marche pas, ça, là. On est sur la même ligne, là. Ouais, mais on pourrait... Ben, tout s'arrange. Je comprends ton point. Ouais, mais ça marche tu pas, ça. sais, moi, ça m'a quand les premières fois que j'allais à Los Angeles, je sais pas pourquoi je restais dans le centre-ville. Au lieu d'aller à Santa Monica ou aller quelque part à Long Beach, ou je voulais être dans le centre-ville un peu. Pour ça but, je voulais voir, puis tu sais, avoir accès un peu à tout. Puis je capotais de voir les voitures rentrer dans les souterrains à 4h30 le matin. Je me disais, mais voyons, les tours à bureau se remplissent à 4h30 le matin. What the fuck is that? Et c'était pour être branché sur l'heure de New York. Ben voilà, et là, mon point. Mon point, Oui, je il est là. sais, Tu peux pas. C'est la Mais- capitale mais- du monde. Toi, t'es décalé. Tu te décales de la capitale du monde, là. T'es cave, là. Et si ça arrive, on est des purs bouffons, là. Oui, mais il y a 99% des Québécois qui n'ont pas besoin de l'heure de New York. Non, je sais. Ils ont juste à savoir quelle heure qui est à LCN sont corrects. Ouais, Et quelle heure je à sais. LCN? Ils nous disent quoi à TV? Qu'est-ce qui est marqué dans le bas de Il est l'écran? 7h30. Ben, il est 7h30. OK, c'est Ah, mais c'est parce qu'il est 6h30 ailleurs. Ailleurs? Je sais pas c'est quoi. Ailleurs, c'est où, ça? C'est où ça ailleurs? Nous autres, on est ici, nous autres. C'est le monde. C'est l'univers est ici, là. OK? Les autres, ils auront l'heure qu'ils voudront. Nous autres, d'abord, nous autres, on a la vraie heure. Asti que c'était décourageant hier de voir Trudeau à CNN. Hey, j'ai pas comprenez-vous écouté. qu'il est PM, ce gars-là? Là? Ce gars-là ne partira pas, là. OK? Arrêtez de penser que ce gars-là va partir. Ça peut pas être Mélanie Joly, là. Mélanie. Chris, Mélanie Joly. Après ça, vous allez brailler. Ah, Ben, ça peut. Mélanie Joly. Comment Mélanie Joly a pu se ramasser ministre? Oui. Pensez à ça une seconde. Là. Ça, c'est un des grands mystères, là. Elle doit être super fine. Là. Elle doit être intéressante. Elle doit être quelqu'un... Oui. tu sais, ses amis doivent l'adorer. PSPP l'adore. Les photos, quand ils sont jeunes, les deux, ils se regardent comme si... Moi, je suis même surpris que PSPP n'est pas marié avec Mélanie Joly. Quand ils se regardent jeunes, là, quand ils sont ensemble, c'était des amis proches à l'école. Là. Ah, ils se regardent, tu vois les photos du temps, là, ils se mangent des yeux. Là. Mais je veux dire, quand elle parle, puis même quand tu écris un tweet, même pas écrit par elle, c'est cave. T'sais, et là, elle serait peut-être la chef du Parti libéral. Il y aurait 2-3 noms, dont elle. Après ça, vous allez broyer qu'on peut se faire ramasser par les États-Unis pour une pièce? Sacrement! Comment on l'a pu... Là, les libéraux, vous avez Trudeau, on s'est rendu compte après 2 semaines que ce gars-là était premier ministre, que le gars était pas tout là, que le gars sait pas compter, que le gars, il n'y a pas de maths ben, il n'y a pas de... Tu sais, ça va pas ben vite à la place que ça doit aller vite, là. Et là, on remplacerait par Mélanie Joly, son pendant féminin, même s'il y a un côté féminin très, très, très développé, là. Donc, pour moi, c'est tout de la frime, OK? Ce qu'on vit en ce moment, c'est une stratégie, là. Ah, Jeff le conspi. Ben, regarde, je vais jouer à la game du conspi, si boire. À un moment donné, là, faut pas... se faire traiter de nom, I don't care. Je vous donne mon feeling. Mon feeling, c'est que j'ai fait un tweet 1 heure avant la conférence de Trudeau. Je vous ai dit, la catastrophe serait qu'il annonce qu'il démissionne. Non pas que le gouvernement va rendre les armes à la lieutenant-gouverneur puis qu'on part en élection. Qu'il démissionne. Ben, premièrement, c'est exactement ce qu'il a fait. Puis je le savais qu'il allait faire quelque chose pour être certain d'avoir la crise de paix pendant plusieurs mois, puis se faire écœurer par Poilievre, puis se faire écœurer par les médias. Là, il est rendu qu'il fait des sourires niais quand il passe devant les caméras. Là, il s'en va, il prend son avion, puis il s'en va voir ses chums de CNN. Hey, l'entrevue, là, c'était des... Le gars, il lançait... Tu voyais que Trudeau était prêt. Ils se sont échangés les questions avant l'entrevue, là. Tu sais... Puis là, il a passé tous ces messages. Vous savez, hein, la raison pourquoi ça va mal. Pourtant, on est un super pays, puis on va tellement bien. Puis l'inflation, il n'y en a plus. Puis là, on bâtit des maisons, puis on a de la diversité, puis on est green. Il n'a rien compris, ce gars-là. Il continue sur les mêmes points, comme si rien n'était. La désinformation,
Je vais te donner un exemple de ce que c'est la désinformation. Parce que lui, il dit, la désinformation, les gens de droite, là, ils désinforment. La minute que tu es de droite, tu désinformes. La minute que tu es conservateur, tu désinformes. Mais par contre, si tu es un libéral, un gauchiste, et tu dis, un homme est menstrué, je vais y mettre des pads de menstruation dans la chambre de bain des gars, ça, c'est jamais un mensonge, c'est jamais une désinformation. Ben, ça naît. Ça naît. Un gars, c'est un gars qui a bien beau prétendre être une fille, puis good for him. I don't care. Mais il sera toujours un fucking gars. OK? Michel White, Mike the White, Michel Leblanc, je l'adore. J'aime ses tweets, j'aime ce que cette personne-là, peu importe, c'est une femme maintenant, OK? Mais je suis certain que Michel Leblanc s'assoit devant nous et dit, il y a un fond de moi, il est encore un gars, là. Mais je comprends qu'elle, dans sa tête, est devenue une femme. J'ai pas de problème avec ça. Mais que quelqu'un vienne me faire croire que c'est Michel Blanc ou Michel Leblanc? Michel Leblanc, je pense. Blanc. Non, c'est Blanc. C'est Michel Blanc. Ouais, que Michel Blanc est une femme à 100%, mais même Michel va vous dire que non. Jenner va vous dire que non. Mais cette petite gang-là de politiciens de gauche aidés par les journalistes vont faire semblant. Hey, les mensonges, là, ils sont dans les gens qui écrivent sur Facebook et sur X. Puis, sont pas. Il n'y a pas de bot pour les enlever. Puis, ils disent n'importe quoi. Puis, désinforment. Oh, les gens de droite, les conservateurs désinforment toujours. Hey! Le Journal de Montréal et le Journal La Presse vous disent qu'elle ballonne quelque chose, là. Le gars qui a tué sa femme et ses 2 enfants, là. Ah oui, ben oui. Il l'appelle elle. Il l'appelle elle. Il l'appelle elle. Qui c'est ça? nous autres. Non. Partout. Ah oui, partout. 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 La Presse, le Journal de Montréal, partout. Il y a même eu l'éditorialiste a même dû expliquer pourquoi la presse l'appelait elle. Ils n'ont pas baqué, là. Malgré toutes les... Hey, on a affaire à quelque chose de dégueulasse, là. Sérieux. Le gars, il vient d'étouffer ses enfants avec les oreillers. Il vient de tuer sa femme avec, je pense, ses 25 coups de couteau. Et le gars, pour pas se faire... enculé dans une prison de gars, arrive au palais de justice, il dit « Hey, by the way, je suis rendu une femme, je suis elle balloune. » Hey, la balloune. Puis là, le monde embarque là-dedans. Vous embarquez pas là-dedans, c'ti? Ça va faire mourir. Puis après ça, c'est Radio Pirate qui désinforme. Après ça, c'est la droite qui désinforme. Regarde, Justin Trudeau, OK? Justin Trudeau, hier, j'ai écouté l'entrevue à CNN, j'ai poigné ça sur X hier soir avant de me coucher. Premièrement, c'était levé le cœur. Et deuxièmement, fuck you. Décrisse. OK? Il se promène avec son sourire niais, puis là, il fait ses grandes leçons, puis il répète tous les points pourquoi on le déteste autant. Pourquoi on a hâte qu'il décrisse. Et pourquoi, surtout, le Canada est en position tellement vulnérable qu'il y a un président alpha qui joue avec nous autres comme un chat joue avec une balle de laine, puis il est sur le bord de nous acheter pour une pièce. C'est justement à cause d'incompétents et de faiblards comme Trudeau. Mais je vous le dis, là, si vous pensiez que c'était Trump qui va s'accrocher au pouvoir, le gars qui est en train de s'accrocher au pouvoir et qui va être encore là au mois de mars, il va être encore là au mois de mars. Je vous mets 1000 piastres qu'il va être encore là au mois de mars. Ce gars-là ne veut pas partir. Ouais. Ce gars-là, le pouvoir lui est dû depuis qu'il est au monde. Sa mère, il a rentré ça dans la tête. OK? Margaret, là, qui s'amusait dans toutes les crises de party mondains avec plein de rockers puis de politiciens, socialistes, etc. Elle a rentré dans la tête que cette job-là, il était dû, puis que quand il allait l'avoir, il fallait qu'il la garde jusqu'au temps que c'est lui décide qu'il ne l'est pas. Et là, lui, dans sa tête, il n'a pas décidé que c'était plus à lui, la job. Il va être, je vous le dis, fin de l'été, l'année prochaine, il est encore là, le sacrement. Il est encore là, le sacrement. Ah, ça va bien, puis le climate change, l'époque de pardon, puis on demande pardon, puis etc., etc. Regarde, c'est incroyable, incroyable. Sérieux, écoutez cette entrevue-là, là, puis essayez de voir si vous voyez un PM démissionnaire ou quelqu'un qui est en campagne électorale. Hier, là, c'était une tournée de campagne électorale. Sinon, il n'est pas là. Il n'est pas là. Le gars, le Parlement est arrêté.
Il n'y a plus rien qui se passe en ce moment. Et le gars est là en train de faire sa même histoire qu'il faisait il y a 2 ans. Le gars, il devrait prendre son trou et décrisser. Non, il faut voir les amis. Il va voir les amis de CNN. Wow! Incroyable. Eh bien voilà pour Jeff Liberté d'aujourd'hui, vendredi. On est prêt pour le week-end, yes? Parfait. Gros week-end de football. Profitez-en. À venir, la boîte à pizza pour les cheap. On a également Nicolas Gagnon, on va s'amuser avec Nick dans les prochaines minutes. Et on a aussi un lab avec Mr. White. Beaucoup de stock pour le vendredi. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite- Le vendredi, c'est la boîte à pizza. Ben, j'aime toutes les boîtes. Je dis, moi, la boîte à pizza, j'aime Oui. plus. Ben, après ça, je vais dans le Business Network. J'aime toutes les maudites boîtes. Oh oui, les boîtes. Les boîtes, il y a toutes sortes de styles de boîtes. Là. Oui, sortes de C'est-à-dire, types de boîtes. Il y a des magasins qui vendent des boîtes. Tu arrives là, il y a toutes sortes de boîtes. C'est cher, les petits- boîtes. Ben oui, c'est cher des boîtes. Ben oui, Oui. c'est cher. Alors, tu vois, on vient de recevoir une boîte. Là. Ah oui, Oui, Mr. White vient de rentrer avec une boîte. la nouvelle console de caméra. Wow! Oh, oh. Hey, toute une histoire, c'est avec UPS dans le temps des fêtes. Là. Toute une patente. Merci à Rick the Trucker Rocker pour son aide extraordinaire, mais regarde, ça a été... Puis, ultimement, avec UPS, ça a fait, là, parce que ça prenait une signature, puis là, on n'était pas là, tu comprends? Donc, mais ça a été compliqué. Le bot, les ci, les ça, le tabarnache. Mais, regarde, on a réussi, donc c'est Parce que fait. le, Donc, la boîte est rentrée. le bot a une limite. Oui. Ouais. C'est là que tu vois de la limite du bot. Ouais, c'est Parce ça. que il y a des- le bot, il est paramétré. Il n'y a pas de lousse, le bot. Ben, il n'est pas là pour l'exception. Non. Non, non, Il non, est là non, pour il est la généralité. Là. Il est là C'est pour ça. les. Il est là pour 80 des questions qui sont posées, mais pour le 20 c'est un combat à pu finir. Tu joues à machine à boules, pas à peu près. On commence par quoi dans la boîte à pizza aujourd'hui, Jim? pas. C'est une boîte à pizza très, très mélangée. Toutes sortes de patentes là-dedans. Juste de même. Lion électrique, là. Oui, Lion. The Lion. Là, ils vont laisser, ce que j'ai compris, OK, ben, by the way, d'autres, ils se sont mis sous la protection de la loi de la faillite. Là. Ils ont une dette de 293 millions, enfin non même. Bon. Puis, bon, ça va pas bien. Ça va pas bien. Ils ont clairé du monde. Il reste encore un peu de monde. Il y a des modèles de camions que ça tient par des. Il y a un modèle qui s'appelle le. Comment ça, tu sais, il s'appelle le tie wrap. Eux autres, ils donnaient des noms aux modèles. Et il y a un modèle qui s'appelait le tie wrap. Parce que lui, il y avait plein de tie wrap partout. Ma blonde, c'est une fille de tie wrap. Ah oui? Ben, oui. mais moi, je suis très tie wrap, là. Ben, je sais, mais je te l'ai déjà dit, ça, il y a quelques années. Ils avaient un point en commun, toi et ma blonde. Oui, c'est Ah, ben oui. Team Tie Wrap. Moi, ma Ouais. blonde, elle, il y a quelque chose qui branle, c'est un tie wrap. Là. Moi, oui. Pareil, il y a le problème. Mais c'est solide dans ta barouette. C'est Mais très des fois, solide. ça look bizarre. Oui. C'est moi, ça look bizarre. Tu Tu sais, à un moment achètes donné, un j'avais- truck de 125 000 puis il y a des bouts qui tiennent avec un tie wrap, ça ne fait pas sérieux, ben. Non, ça, c'est weird. J'avais un bout de mon deck en arrière. By the way, il faut que je le refasse, mon deck, l'année prochaine. Il y a des bouts qui tiennent avec des tie wraps. Ben oui. Ma blonde l'a rangé. Il tient. Non, Ça c'est tient. parce qu'il y avait à la garde. Il est fini, le deck. Le deck est comme fini. Là. C'est un petit deck, là. Mais il veut dire... Ouais, mais tu vas voir que ton petit deck, ça va coûter un petit chèque. Tu dis, c'est un petit deck gros comme rien, tu vas venir un gars pour leur faire faire. Tu Oui. dis, ça va me coûter 1500 $. Ce gars, il arrive, ça coûte 5500. Mais non, Chris, je suis pas en train de bâtir une maison, c'est que tu me dis là. C'est rendu complètement fou, là. C'est fou, J'ai hâte de crazy. voir. J'ai hâte de voir. Je vais... Tu vas faire un saut. Oui, je vais faire un saut. Sois prêt, tu vas faire un saut. tu vas faire un petit saut, tu vas voir. Quoique Donc, là, les- le prix du bois... Du bois patio, là, le bois qui est protégé, a baissé. Il y avait eu de la folie pendant la COVID, tu te rappelles de ça? Ben oui. C'était complètement folie. Le monde payait des prix de fou pour du bois, pour faire des patios qui a de l'allure.
Mais là, ça s'est calmé un petit peu, mais la main-d'œuvre, elle est encore très, 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 très chère. Donc, on commence par quoi? Lyon. Lyon, oui, on est avec Lyon, c'est vrai. La face, c'est que Lyon, eux autres, ils ont décidé, ils viennent de décider là qu'ils vont laisser les trocs. Ils ne toucheront plus aux trocs, là. Puis ils vont se concentrer sur les autobus scolaires. Ah. Fait que, parce que là, ils veulent se relancer, Lyon, là. Ils veulent se relancer, là. Donc, ils veulent repartir la patente, là. Je ne sais pas comment ils vont relancer ça, mais l'affaire, c'est que eux autres, il y avait un plan d'affaires en 2021. Parce que c'est normal d'avoir un plan d'affaires. Tu es en business. Eux autres, ils prévoyaient pour 2024. Ça, c'était la prévision. Il était en 2021, là. Ils prévoyaient pour 2024 18 000 véhicules. Vente de 18 000 véhicules. Beaucoup de bus, puis du troc. Ils en ont vendu 386 en 2004. Et tu vois un peu à patente, là. Mais l'affaire, c'est que la relance de Lyon passe par les autobus scolaires. OK, c'est OK. Qui va acheter les autobus scolaires? Ben, les compagnies d'autobus scolaires. Mais payées par le gouvernement. Ah, voilà. OK, c'est ça l'histoire. Là, il y a une patente qui s'en vient, là. Ben oui, c'est ça. Il y a une patente qui s'en vient. Il y a une patente pour sauver Lyon. Il n'y aura plus de subventions directes à Lyon, mais tous les autobus des compagnies de transport vont être payés par le gouvernement. Donc, ça va revenir au même, tu comprends? C'est ça qui va se passer, là. Ben oui. Donc, l'autobus qui devait coûter, mettons, 58 000 va coûter 108 000. Oui. Et elle va être payée par le gouvernement. Non. Payée par le gouvernement. Demandez-vous pas pourquoi on est faible de même. Demandez-vous pas pourquoi on est en train de se faire racheter pour une pièce. C'est 1 million de décisions comme celle-là. C'est le même que ça marche. C'est le même qu'on se met dans la marde. C'est le même qu'on devient pauvre. À jouer aux riches, puis payer 5 fois le prix de quelque chose qu'on a zéro besoin et on le fait avec l'argent du monde. Là. Je lisais des affaires cette semaine parce qu'il s'est passé quelque chose au Venezuela. C'est rare quand on parle du Venezuela, c'est toujours des désastres. Là. Mais là, il y a quelque chose de le fun. Il y a comme de l'espoir à quelque part. On cherche. Il y a de l'espoir. C'est la chef de l'opposition au Venezuela. Parce qu'au Venezuela, là, ceux autres sont sous le régime Chavez. C'était Chavez dans le temps. Il est mort du cancer. Puis là, c'est Maduro, son body, qui a pris la place. Ça fait 26 ans qu'ils sont tous un dauphin. Là. Lui, c'est carrément le dauphin, c'est le dauphin de Chavez. Mais ça fait quand même 26 ans. Là. Un bail, là. Quand même. Mais là, il y a une fille. Elle s'appelle Maria Corina Machado. Machado, 57 ans. Attends, non. Bel âge. Très bel âge. Très bel âge, 57 ans. Mais là, l'affaire, c'est qu'elle, elle vit à Caracas, mais elle vit cachée. Parce qu'elle, de temps en temps, elle sort. Tu sais, des fois, il y a une Des fois, ils réussissent à faire une genre de petite manifestation contre le gouvernement. Puis là, elle monte sur un truck, elle dit bonjour au monde, puis elle part en moto à travers le monde pour ne pas se faire pogner. Là. Parce qu'elle vit cachée. Là. Elle vit dangereusement, elle contre le pouvoir. Comme chez nous. Là. Comme chez nous, il faut se cacher et se sauver. La même chose. Mais là, je me disais, c'est qui cette fille-là? Maria Corina Machado. Qui c'est? Mais elle est d'un parti politique de centre-droit. Parti politique qui est pour un État plus petit. Ah. Un parti politique qui est pour la privatisation de Petróleos Venezuela. Donc, la compagnie de pétrole là, qui a été nationalisée dans le temps, là, parce qu'il y avait plusieurs compagnies de pétrole au Venezuela. Il y avait plusieurs multinationales, mais ils ont tout nationalisé ça. Donc. Et depuis ce temps-là, ça va super bien. Ah, mais les raffineries sont en train de pourrir de bout. Là. Ben oui. Les raffineries pourrissent de bout. Donc, ta Maria, c'est une coucou, là. Ben oui, c'est une coucou. C'est quelqu'un qui propage de la désinformation. Oui, parce qu'elle, elle se fait appeler, en Amérique du Sud, elle se fait appeler la Margaret Thatcher latine. Oh! Elle doit pas être fine, elle. Elle, j'ai hâte de voir comment que les médias vont travailler. Là, c'est sûr qu'elle, sa job, c'est de rester en vie. Mais je veux dire, s'il se passe quelque chose, mettons, supposément, là, c'est dur pour un pays de se révolter quand t'as pas de gun. Là. Mais je veux dire, il y a déjà eu des manifestations au Venezuela, puis des fois, ça a brassé pas mal. Puis il y a beaucoup de Vénézuéliens qui ont crissé le camp. Là. Beaucoup au Brésil, beaucoup en Colombie, puis
Puis beaucoup qui sont montés vers le nord aussi. El Norte. Bon. Mais j'ai hâte de voir comment que les médias gauchistes vont travailler avec elle. J'ai vraiment hâte de voir le... Est-ce que ça va Elle être, mettons... désinforme, elle raconte n'importe quoi, elle promet du vent, c'est appuyé sur absolument rien, c'est le vide total. Quand la fille au Les Mexique a été slogans. élue, c'était extraordinaire, le plafond oui. de verre, c'était Ouais. tout à fait extraordinaire, une femme fantastique. Là, tu vas lire, la fille, c'est une communiste. Là. Ben oui. OK, mais là, elle, j'ai hâte de voir comment ça va être traité son affaire. Vraiment hâte de voir. Les voir femmes ça. au pouvoir, ils veulent, mais il faut qu'elles soient de gauche. C'est ça. Pas d'autre chose. Une femme, si tu respectes une femme, c'est une femme de gauche. La Une femme de première droite, tu femme, respectes pas ça. le test ultime, ce sera aux États-Unis, parce que la première femme qui va être présidente américaine, ce sera une républicaine. Je suis sûr de ça. Je suis certain de ça. Et quand ça va arriver, vous allez voir comment ils vont se comporter avec, vous allez voir. Et là, le fait que c'est une femme, ils vont s'en calisser pas mal. C'est le même qui se comporte. Une gang de chiens. Une gang de chiens. Quoi d'autre dans Boîte à Pizza, mon ami Jerry? Aujourd'hui, c'est le retour. C'est un retour. C'est un gros show. C'est le retour du Détroit Auto Show. Donc, le salon de l'auto de Détroit. Il n'y a pas eu de salon à Détroit depuis 2019. Pensez à ça, là. Détroit, la ville d'automobile. On s'entend-tu, Ouais. là? Donc, c'est le retour. C'est un gros show. Puis là, je suis allé fouiller là-dedans. J'ai lu des affaires. Il n'y a pas une tonne d'affaires. Mais c'est juste une affaire que je suis tombé. C'est une affaire de boîte à pizza, là. Est-ce que les Chinois étaient là? Les Chinois sont... Non, je pense pas. Ouais. Ben, c'est un salon de l'auto, puis les Chinois sont pas là. Il manque un bout dans le salon. Ouais, mais je pense que j'ai pas vu la gang de Chinois, là. Pour les chars électriques, tu veux dire? Ouais. Ben là, les chars électriques chinois, ça va être dur à vendre aux États-Unis, là. Mais ils vont en avoir. Mais ils vont être juste le double du prix qu'ils devraient être. Ouais, c'est ça, exactement. Mais moi, ce que j'ai retenu, Jeff, parce que je me suis promené un peu, c'est parce que je t'en parle, parce que toi, tu es un propriétaire de Bronco. Jusqu'à nouvel ordre. C'est ça, Je jusqu'à vais essayer de le nouvel ordre. passer à un moment donné, là. Ben, c'est Oui. pas que je l'aime pas, là. C'est pas ça. Mais c'est plus dans mes besoins. T'es plus dans... Voilà, voilà, exactement. Mais tu l'as aimé quand même. Ben, j'adore. Bon. Il est parfait, là. Il est parfait, Mais là- sérieux. Il est parfait. Il y a 2 constructeurs japonais au salon de Détroit. Japonais, non, chinois. Japonais, oui, c'est normal. Ah oui? Excuse-moi, chinois. Ah, c'est qui? C'est Bid? C'est Cheng Feng Cheng Cheng? et ZX Auto. OK, il n'est pas gros. OK. Les Ils ont pris gros des- sont pas- ils ont pris des petits nouveaux. Parce que je disais japonais, parce que les 2 constructeurs qui sont là, ils ont dit on espère on espère d'avoir un avenir aussi radieux que les Japonais ont eu en Amérique. OK. Voilà. Donc, les gros monsters sont pas là. Mais la fin, c'est que... Je vous en parle pour une chose. Le Ford Bronco Strope, S-T-R-O-P-P-E, Oui. un Bronco 2 portes. Arrête. Comme dans le temps. Jeff, ça n'a pas de crise de bon sens. C'est ça que je veux. Là, c'est le rêve. Pour moi, là, c'est le rêve. Non, le truck, il est 3 couleurs. Bleu, blanc, rouge. Couleur des États-Unis. Les gars, le truck, c'est le flag des États-Unis. Là. Comment il s'appelle? Le Strope? S-T-R-O-P-P-E. OK. Bronco Strope. 2 portes. OK. Stropey. Stropey. Tabarnache. Il n'est pas donné. Non. J'ai pas regardé le prix. Ça, c'est le style old school. Tu sais, c'est le style... 72 000 US. Ouais, mais Jeff, Non, c'est un vrai truck, là. c'est un vrai tout-terrain de rallye. Tu sais, les autos de rallye, tu sais, le style, il appelle ça le style Baja. Tu sais, quand tu cours dans le désert, tu cours dans le sable. Tu sais, les chars qui font de la course dans le sable. Comme les Baja. C'est comme les Baja Racers des années 60-70. Je me suis trompé, c'est 75 600. Ouais, c'est ça. Là. MSRP. Ça veut dire 100 000 Canadiens, ça? Ouais. Ben, ouais, pas mal. Moi, je vais le regarder plus une photo. Mais il est vraiment cute.
Qu'est-ce que je te dis? Il est vraiment en joie le vert. Là. Non, il est vraiment cute. Là. Puis imagine-toi que tu te mets une étoile dans la porte d'à côté. Tu sais, ces portes, tu te mets une étoile blanche. Arrête! Tu mets un drapeau, tu mets un tag dessus, ça porte 30 pouces par à peu près 22 pouces. Trump Vance. Trump Vance. Puis sur l'autre porte de l'autre bord, tu mets un mélange de drapeaux américains puis canadiens. Oui, OK, c'est ça. Oui. Oh, puis là, tu te promènes avec ça. Hey! Arrête, le bas côté va capoter. Mathieu va capoter ben raide. Il y a de la droite pirate. La droite, oui, ça, c'est la droite. On est la droite pirate. La droite pirate. Il va venir. T'es-tu ouvert à avoir une discussion avec Matt? Certainement, aucun problème. Parce que tantôt, je l'ai invité, puis lui, il est tout le temps après. Lui dit, voyons donc, anytime, là, voyons donc. C'est un gars, c'est pas un cave, là. Non, pas du tout. Puis là, on va checker ça, puis on va trouver un moment. OK. Faut qu'on se parle. Mais en même temps, le problème avec Mathieu Bock-Côté, c'est que ces sujets, ça me... Tu sais, oui, on est capable parce qu'on est Québécois, là. Mais tu sais, son obsession sur la souveraineté, moi, je ne l'ai pas. Non, mais en même temps... Ça ne me dérange pas que ça existe. Moi, mais c'est une bonne question. C'est une bonne affaire à lui demander. Exact. Voilà. C'est probablement là-dessus qu'on va partir parce que, tu sais, faut qu'ultimement que lui... la grosse job de Mathieu Bock-Côté, pourquoi on en parle, c'est qu'il a tweeté sur les pirates ce matin. Donc, en parlant de tout ce qui se passe avec Trump et tout, il appelait ça la droite pirate, puis Mr. White l'a salué par la bande en Messenger. C'est juste que lui doit convaincre le Parti québécois, qui est un parti socialiste, carrément socialiste, un parti hyper de gauche, hyper green. S'ils veulent faire un pays, il faut qu'il embarque tout le monde. Puis, Bock-Côté, lui, il est jamais là-dessus. Il dit non, c'est pas grave, ça, on réglera ça après. Non. Si tu veux te rendre là, il faut que tu embarques tout le monde. Moi, je ne suis pas souverainiste. Je ne suis pas fédéraliste, mais je ne suis pas souverainiste. Je ne suis pas séparatiste. Mais si, mettons, je l'étais, comme notre père, ton père l'était, comme nos pères l'étaient, Jerry. Ton père, mon père, ben, ils ne sont plus dans ce clan-là. Ils sont toujours souverainistes. Mais le PQ est tellement à gauche que nos pères ne peuvent pas être là. Tu comprends? Donc, il est là le défi. Tu as besoin de tous les votes. Vous avez perdu le dernier par 50 000. Donc, tu ne peux pas en échapper un. Là. Donc, si tu veux élargir ta patente, il faut que tu embarques toutes les idéologies économiques, sociales, etc. Il ne faut pas que ce soit pointu de même. C'est parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'ils veulent bâtir un pays socialiste. Ben moi, c'est fucking non. Ben, dans les sondages, je pense que l'indépendance du Québec dans les sondages, c'est pas si fort que ça. Là. Non, je pense pas. Je pense que c'est toujours autour de 34-35 %. Voilà, ça devrait être 34-35 mais si tu fais un référendum et tu essaies de gosser, tu te dis, ça marche pas. Là. Faut que tu sois. S'ils veulent faire un référendum, il faut qu'avant le référendum, il faut que tu sois à 60, 65. Là. Facile. Parce que ça va brasser pendant, puis tu vas en perdre en cours de route. Voilà. Exact. Tu peux pas faire un référendum en partant à 40. Oubliez ça. Là. Oui, mais regarde ta réponse, Mr. White. Oui, effectivement, Mathieu Bock-Côté, anytime, ce serait un plaisir de lui parler. Hey, quoi d'autre dans le boîte à pizza, Jerry? On parlait de char, Tesla. Qu'est-ce qui se passe? Non. Mais Tesla, l'affaire, c'est que Tesla, en Chine, parce que la grosse business de Tesla, Tesla, c'est partout dans le monde, là, mais en Chine, c'est vraiment une grosse partie de la business. Là. Et c'est toujours l'augmentation malgré la compétition en passant. Hein? Oui, mais Tesla, il se débrouille bien en Chine. C'est sûr que la compétition était très, très forte. Mais là, si on regarde, mettons, le mois de décembre, Tesla, ils ont fait un genre de deal. Puis ce deal-là, ils vont le prolonger jusqu'à la fin du mois de janvier. Le deal en Chine, je parle en Chine, là, 0% d'intérêt pour la location de char. Ça fait monter les ventes de 13 %. 13 % de ventes de plus décembre 2024 par rapport à décembre 2023. Donc, tu veux, des fois, c'est une question d'argent, de part de marché. Tu sais, quand
tu as un produit, puis quand le produit il est bien pricé, puis tu as un bon deal, bien, le produit, il se vend. On l'a vu, Tesla, là. C'est un mois de décembre extraordinaire en Chine pour Tesla. L'affaire aussi, c'est que Tesla rafraîchit son modèle Y. Le modèle Y... Oui, l'autonomie un petit peu plus. Tu sais, l'autonomie, je suis allé voir sur Tesla Canada. Je suis allé voir ça hier, Tesla Canada, modèle Y, telle affaire. Puis je voulais voir la différence entre les deux. Mais du point de vue de visu, je parle, le look, là, le nouveau modèle Y, qui va être ici plus tard. T'sais, mais en ce moment, il est lancé en Chine en premier. Le nouveau... C'est le même modèle, mais beaucoup plus raffiné, là. Alors, c'est incroyable. Là. En avant, les lumières, là, c'est une barre LED au complet. Le char, il est beau. Le Y, il est beau. Le nouveau Y, ça n'a pas de bon sens. Le design, là, les rétroviseurs, ils ont été redessinés. La lumière arrière aussi est toute une bande qui est sur le long. Là. Donc, une bande en avant, une bande en arrière, de toute beauté. Puis, j'ai vu la nouvelle couleur, là, glacier bleu. Non, le char, il est vraiment magnifique. Nouveau modèle de Tesla. Puis aussi, l'autonomie, en Chine, ils vont offrir une Tesla Y avec la grosse batterie 720 km. C'est quand même très, très bon. Là. Donc, c'est une nouvelle... On n'a pas cette batterie-là encore ici. On n'a pas cette force-là. Donc, 720 km d'autonomie, bon, on parle, ça c'est dans le papier, dans la fenêtre. Là. On s'entend-tu, là? Mais quand même, la nouvelle Tesla modèle Y, je vous le dis, là, c'est réussi pour Tesla. Très, très, très beau. Petite nouvelle aujourd'hui. Hey, ton Bronco me shake quand je vois le faire. Non, Jeff. Que ton Bronco me shake. Jeff, ça n'a pas de bon sens. Alors, ça n'a aucun sens. Non, je pense que je vais vendre la maison, m'acheter un Bronco. Hey, ça, c'est les Broncos du temps, là. Ça, c'est les vrais Broncos du temps. Imagine-toi, pas de porte. Non, ça n'a pas de bon sens. T'enlèves les portes, là. Ah, c'est-tu badass? Alors, il est extraordinaire, puis il fait baveux comme le Christ, là. Hey, il fait anti-woke. Tu sens qu'il veut manger des woke. T'as l'impression que c'est un Bronco qui marche au woke. Au lieu de mettre du gaz, tu crisses des woke dans le trou. C'est un bouffeux de woke. Oh c'est yes! C'est un Bronco que tu peux pas aller te parquer à Limoilou. Tu penses? Tu dois te faire graffiner ton genre. Non, c'est ça. Il est là le problème. Ça, c'est un fléau, 1%. Non, les histoires de graffinage de char, il y en a plein. Ben oui. Tabarnache. C'est débile, ça. T'as ton beau char neuf, tu te parques à Limoilou. Quand t'es allé manger un spaghetti quelque part, un lunch quelque part, tu ressors, il y a une graphing sur ton char. Si c'est un char neuf, il y a une graphing dessus. Dégueulasse. Dégueulasse. Mais le Bronco, sérieux, allez le voir. Stropey, je sais pas trop comment on prononce. Stropey, là. Ça a un lien. Là. Il y a un lien avec quelqu'un dans le temps. Là. J'ai envoyé des images dans notre channel entre notre gang, puis va le voir. Tu vois, c'est le troc pour le... Moi, j'imagine ce troc-là avec un, comme tu dis, un genre de petit flag mix fleur de lys, drapeau américain. Juste bien placé, pas trop gros. Pancarte juste de Trump Vance dans le côté. Oui, pancarte de... Et je veux saluer mon chum Robin Tremblay, au Saguenay, mon chum d'enfance, Robin avec Gabi puis toute la famille. En tout cas, ceux qui restent, je sais que Denis est parti récemment, mais mon chum, on a été élevés dans le Bronco à Gabi. Okay? Le Bronco du temps, 1983-84. Et on pourrait revivre ça, là. Donc, en 83-84, on avait été arrêté avec le Bronco par la police. Pas loin de la grosse machine. Arrête! Pas loin il y avait le patinodrome, la grosse machine, pas un à côté de l'autre. Les deux concurrents de patins roulés. Pas de roues alignées, mais c'était du patin de... Comment est-ce qu'on appelait ça dans le temps, les patins avec les roues à côté de l'autre? Des... roulettes, hein? Roulettes, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, là, la police nous avait vus. On était 4 dans le Bronco. Avec une 24. Je pense que c'est une 24 de... C'était une 20, non, c'est une 24 de Brador, ça n'existait pas. C'était une 12 en long de Brador. Ça devait être une 24 de Laurentide. 24 de Laurentide. Ouais, les gars, beau Bronco. C'est à toi, ça? Ben non, il est neuf, c'était mon père. Ah. OK, ouais. C'est vous faites, là? Oh, pas de petite bière tranquille, on roule le Bronco. Il en reste combien? Il en reste 4. Une chaque. Après, c'est fini, boys. C'est fini après. Pas de problème, monsieur l'agent, c'est fini après. 80... Avant l'histoire de l'alcool au volant, c'est criminel. 1 an avant, là, à peu près. Là. Donc, je me mettrais une caisse de 24 Laurentides, mais une fausse. Tu comprends-tu? Tu
Tu sais, Oui. une caisse, je la mettrais là juste comme... C'est une un genre de- décoration intérieure. Exact. Mais tu sais, il y aurait des bouteilles avec des petits coups, mais pas rien dedans. Pas Il y rien aurait, il y aurait dedans, des c'est ça. bouchons dessus, là, des patentes. Mais ça ferait très badass. Là. J'adore. Alors, enjoy. Life is good. Et bien voilà pour le premier bout de la boîte à pizza. Il y a une petite boîte. Il y en a plus de boîtes à pizza. Et on fait du patinage là-dedans. Entre autres, de beaucoup de choses. Je ne veux pas tout le dire. Allez sur Prime si vous en voulez plus. Une petite boîte. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Écoute, juste avant de partir, on a parlé 2 fois quasiment back-to-back avec Nick de contribuable.ca, donc la Fédération canadienne des contribuables, qui a fait une tournée médiatique extraordinaire juste avant Noël d'ailleurs. T'es salué, mon ami Nick, j'espère que tu as eu un bon temps des fêtes. Puis là, on n'avait pas le choix de recommencer tout de suite avec Nick parce que ça brosse en tabarnache. Qu'est-ce qui se passe, Nick? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Hey, il s'en est passé des affaires avec 2025. Je veux dire, ça commence en force le 7. C'était-tu le 7? Non, c'était le 6 janvier que Trudeau a annoncé sa démission. On s'entend que plusieurs la voyaient venir, cette démission-là. Mais pour moi, ce qui a été le plus choquant, c'est la prorogation du Parlement qui a suivi. De se dire, OK, on commence l'année 2025, on est sur le point de rentrer dans une guerre commerciale avec les Américains parce que, bon, c'est un peu le climat qui s'installe présentement. Puis, t'as notre premier ministre qui démissionne. Bon, ça va être effectif le 24 mars prochain, mais d'ici là, on suspend le Parlement. Tous les projets de loi qui étaient en train d'être étudiés présentement sont carrément échus, sont morts. Dans le fond, il va falloir les ramener littéralement sous une nouvelle forme législative pour les repasser à nouveau. Puis on sait même pas qui va diriger le Canada à partir du 24 mars. Non, pour ne c'est serait-ce affreux. qu'une poignée de mois. Ah, c'est dégueu. Sérieux, c'est affreux, là. Mais on a parlé avec Joe Hamel et je sais que certains journaux canadiens sont là-dessus depuis à peu près 48 heures. Finalement, ça a pris du temps, mais ils sont dessus. Mais toute l'histoire là, de l'imposition supplémentaire du gain en capital que l'Agence du revenu Canada est capable de percevoir, mais que ça n'a pas été voté, ça vient de nous montrer. Puis ça a l'air que c'est bien normal. Ça a l'air qu'au Canada, c'est le même que ça marche. Ça montre quelque chose de très bizarre sur comment on est. T'sais, on pense qu'on est une société organisée, une société de droit. Là, finalement, on se rend compte qu'on est fling-flang, pas à peu près. Quand c'est le temps d'aller chercher de l'argent, on peut dire de quoi on est prêt à n'importe quoi. Et là, c'est faites ce que vous voulez, là. Payez 50, déclarez 50 ou déclarez 66, puis on verra par après. Ben voyons, non, on ne peut pas marcher de même, là. Non, ça ne devrait pas marcher de même, mais c'est vrai qu'il y a un point au niveau du fait qu'au Canada, les mesures fiscales, souvent, la manière qu'elles sont passées par le Parlement, ça arrive qu'elles soient appliquées avant qu'elles soient complètement votées. C'est arrivé à quelques reprises dans le passé, mais c'est toujours pour des petits ajustements fiscaux, parce que là, on parle quand même d'une... Ça a l'air de rien, mais l'augmentation de l'impôt sur le gain en capital, c'est pas une petite mesure fiscale. Là. C'est pas, on augmente, je sais pas, là, comment dire, la taxe sur le carbone comme ils font à chaque 1er avril chaque année. Là, l'impôt sur le gain en capital, ça affecte carrément ton économie. Là. Ça affecte l'attractivité de ton économie pour des investisseurs étrangers, pour des entrepreneurs locaux. Bref, ça a plusieurs répercussions, mais il n'en reste que techniquement, ça, malgré qu'il y a bien des nuances légales, c'est vrai que l'Agence de revenus du Canada peut simplement appliquer des mesures économiques qui ont été votées préalablement. Ceci étant dit, il n'y a pas encore eu de vote. C'est ça le pire avec l'impôt sur le gain en capital, c'est que ça a été déposé comme une des mesures du dernier budget fédéral. Et là, ils sont arrivés, ils ont fait une motion de voix et de moyens. Essentiellement, c'est une manière de déposer une indication ou comment dire une volonté du gouvernement à faire des modifications ou ne serait-ce qu'au niveau de la législation. Et là, à cause de ça, Revenu Canada a comme reçu le mémo, on peut dire ça de même, pour essentiellement ouvrir la voie à l'augmentation du gain en capital. Mais techniquement, cette loi-là n'a jamais été déposée.
Il n'y a jamais eu même de travaux parlementaires sur l'augmentation de l'impôt sur le gain en capital, ni de vote par la Chambre des communes. Donc, à ce jour, officiellement, c'est 50%. En théorie, on n'est pas supposé prendre en considération l'augmentation du gain en capital qui a été proposée pour plusieurs raisons. D'un, le fait que ça n'a toujours pas été passé sous projet de loi. Le fait que, même si c'était techniquement en train d'être travaillé au Parlement, c'est mort à cause de la prorogation du Parlement. Donc, la seule manière pour que l'impôt sur le gain en capital entre effectivement en vigueur, c'est qu'il faudrait que le Parlement soit rouvert le 24 mars et qu'il dépose à nouveau un nouveau projet de loi pour augmenter l'impôt sur le gain en capital. C'est complètement débile parce que, je veux dire, peu importe qui va arriver à la place de Justin Trudeau le 24 mars, il arrive dans une position clairement pas avantageuse sur un Parlement, sur un gouvernement en fin de vie. Donc, là, tu t'en vas faire un projet là pour augmenter l'impôt sur le gain en capital. Donc, tu vas prendre le blanc pour une mesure qui était celle de Trudeau de Freeland auparavant. Exact. De deux, le 1er avril prochain, littéralement une semaine après avoir rouvert le Parlement, on augmente la taxe sur le carbone, on augmente la taxe d'assises fédérale sur l'alcool. Donc ça, c'est toutes des mesures qui vont pas être populaires pour la prochaine personne qui va succéder à Trudeau. Fait que bref, oui, c'est super broche à foin cette histoire. Cerise sur le gâteau, en fait, il y aurait deux cerises sur le gâteau que j'aimerais amener à ce point-là. La première des choses, c'est que même s'ils réintroduisent l'impôt sur le gain en capital, je vais pas prendre Pierre Poilievre au mot, mais il y a des bonnes chances que si les conservateurs sont élus, ils sont déjà engagés là-dessus, ils vont renverser cette décision-là. Donc, il y aurait une augmentation sur l'impôt, sur le gain en capital, ne serait-ce que pour 6 mois, ce qui serait complètement débile. Donc, les gens, moi, je dirais simplement payer 50% parce que le 66%, il sera pas là pour une longue période. Puis pour le reste, c'est le Québec qui est pris dans l'embarras présentement, surtout les Nord. Parce qu'on s'en souvient, une semaine après que le gouvernement fédéral a augmenté l'impôt sur le gain en capital, lui est arrivé en disant, écoutez, on va harmoniser notre du fédéral. Essentiellement pour dire, on va augmenter nous autres aussi l'impôt sur le gain en capital. Et pour eux, c'est une stratégie pour réduire le déficit de 1 milliard cette année. Donc, ils espéraient à Québec aller chercher pas loin d'1 milliard avec leur propre harmonisation de l'impôt sur le gain en capital, en disant, on va profiter de l'ombre que nous fait le fédéral pour passer ça en douce. Mais là, sauvage. Gang de sauvages. C'est ça, mais là, en plus, le fédéral, ça se peut qu'il le fasse pas. Ça se peut qu'il recule en octobre avec le prochain gouvernement. Mais ça se peut que le Québec continue, lui. Ça se peut que le Québec continue. Puis si le Québec continue pas, là, c'est 1 milliard de moins dans les projections qu'ils nous ont présentées à la mise à jour économique qui sera pas là, dans le fond. Fait que le déficit va être encore plus important que prévu à cause de ce mauvais calcul. Parce qu'il faut rappeler qu'ils nous ont présenté un déficit de 11 milliards de dollars en mise à jour économique d'automne au Québec, mais ils ont puisé dans leur réserve d'urgence. Donc, le déficit est techniquement plus important que ça. Si en plus on perd le 1 milliard qu'il allait chercher en gain sur le capital, c'est carrément ridicule, mais oui, ça met le Québec dans l'embarras, puis ça met le futur premier ministre du Canada dans l'embarras également. C'est carrément... Puis ça met aussi, tu sais, dans le day-to-day du monde, là. Tu sais, en réalité, à un moment donné, on est des humains, là. Là, toi, tu fais ton rapport d'impôt, ton comptable... Qu'est-ce qu'ils vont dire, les comptables? Ils vont dire au monde, paye pas, mais on va te mettre 50 ou on va, il faut que tu embarques sur les 6. La chicane peut pogner en les clients, les comptables, les ci, les ça. C'est quoi? C'est pas bon, ça, pour le monde. Là. Le monde ordinaire, il faut qu'il fasse le rapport d'impôt. C'est du trouble, ça, là. Absolument. Puis, tu sais, quand on parle du monde ordinaire, le monde pense que cette mesure-là, puis ça, c'est la manière que le gouvernement fédéral l'a présenté, il pense que ça touche juste 40 000 personnes au Canada. C'est complètement faux. En fait, selon les études, je pense que c'est Jack Min, c'est un économiste là, de l'Alberta qui a fait cette sortie-là. En théorie, l'impôt sur le gain en capital, l'augmentation, ça affecte 1,2 million de Canadiens. Donc, de penser que ça affecte juste une minorité, on serait surpris. Ça affecte énormément de retraités, des gens qui partent à la retraite, qui vendent, par exemple, un Plex à revenus. Ça affecte toutes les entreprises. Essentiellement, toutes les entreprises sont affectées à 100% par l'impôt sur le gain en capital. Donc, c'est assez étendu. En fait, la mesure fiscale est supposée coûter quand même pas loin de 7 milliards de dollars aux contribuables canadiens cette année seulement. Ce qui est assez surprenant parce que, encore une fois, le gouvernement fédéral, il crée un impôt. Dans ce cas-ci, c'est pourquoi, ou du moins, il augmente l'impôt, c'est pour essentiellement réduire le déficit qu'elle allait nous présenter à l'automne. Or, le déficit qu'il nous a présenté à l'automne était quand même pas loin de 9 milliards de plus que prévu pour cette année. Et là, ça se peut qu'ils puissent même pas aller chercher l'argent qu'il avait prévu dans le 7 milliards supplémentaire pour réduire ce déficit-là. Fait que le déficit, il serait honnêtement, je pense que pour 2024-2025,
à cause de ce mauvais calcul sur l'impôt sur le gain en capital puis le fait qu'ils ne la passeront pas, cette augmentation-là, je m'attends à un déficit de plus de 50 milliards pour cette année encore une fois, juste à cause de cette erreur-là, parce qu'ils espéraient réduire leur déficit avec des revenus supplémentaires qui n'auront pas lieu essentiellement. Qu'est-ce que tu trouves de je dirais de voir que Trudeau, c'est un gars, on sait que bon, il est ce qu'il est, là, mais j'ai de la misère à concevoir qu'il n'y a personne qui a réussi à lui faire comprendre, si lui n'est pas capable de comprendre par lui-même, que dans le moment où on est, puis, regarde, peu importe la position que vous avez sur ce qui se passe avec Trump, une chose est sûre, il y aura avant et après. Donc, dans le milieu, on a une stratégie à avoir, on a une négociation à faire, on a des choses qui sont vraiment importantes. Ça peut être historique comme négociation. OK? On ne sait pas où ça va finir. On sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça va finir. Et vu que le Canada est dans un état de faiblesse en ce moment, pour toutes sortes de raisons, et ça n'a pas été bâti sur 9 ans, là, je peux vous dire que ça dure depuis d'avoir embrassé le socialisme, puis une économie verte, puis DEI, puis ce que tu veux, oui, mais c'est plus long que ça. Donc, on est comme un petit canard à pattes cassées en ce moment. Et là, on a un gars qui arrive puis qui, lui, veut nous mettre dans le tordeur. Comment ça va finir? On n'a aucune espèce d'idée. Là. Peu importe votre position là-dessus, les gens n'ont pas d'idée comment ça va finir. Une chose est sûre, c'est que ça prend un leader, ça prend un chef négociateur, ça prend quelqu'un qui va monter une équipe de négociateurs, ça prend quelqu'un que les gens trustent, donc les Canadiens trustent. Oui. Ça prend quelqu'un que Trump et son équipe, moi je pense que Trump va avoir une équipe proche de lui. Je pense qu'il va avoir aussi des ambassadeurs qui vont faire le message entre le Canada et les États-Unis beaucoup. Moi, je pense qu'il va impliquer Gretzky, il implique toujours ses amis. Il va impliquer Gretzky, il va impliquer Kevin O'Leary, il va impliquer les Canadiens que lui connaît bien, qui sont ses buddies à lui, puis il va les utiliser. Mais pour ça, il faut que l'autre bout, il ait confiance en la personne. Et en ce moment, on sait qu'il n'a pas confiance en. Il le trouve drôle, mais il voit que le gars, il comprend rien. T'sais, il s'en est rendu compte, c'est pour ça qu'il l'a attaqué de cette manière-là. Donc, là, on est là. Mais le gars part pas. Le gars, il dit, je pars, mais il part pas. Donc, il est là jusqu'en mars, et les gens en ont plein le cul de Trudeau, mais ils en ont plein le cul des libéraux et du gouvernement actuel. Ils sont plus capables. Mais là, on est dans un crunch. Et comment ça se fait qu'il n'y a personne qui a réussi à raisonner ce gars-là? Si vraiment t'aimes le pays, si vraiment t'es un amoureux du Canada, comme tu dis, dans l'intérêt de ton pays, il faut que tu partes là. Moi, j'ai beaucoup de misère à concevoir que ce gars-là n'a pas été, à moins qu'il ne comprenne rien, ou à moins qu'il parle à personne, je ne sais pas. Mais es-tu surpris de ça? Oui. Ben, surpris, oui puis non, en fait. Parce que je suis surpris de voir ça de mon vivant, parce que j'aurais pensé voir le Canada dans cet état-là. Je veux dire, je suis la politique depuis que j'ai 18 ans à peu près, là. Fait que j'en ai vu quand même, j'ai vécu mes premières élections dans le temps que Jack Layton était encore là. Fait que, tu sais, j'en ai vu de toutes les couleurs. C'est pas la première fois que je vois une prorogation non plus, mais c'est la première fois que je vois, tu sais, un Parlement être fermé à un moment aussi critique pour l'avenir du pays, veux pas. Et aussi de voir à quel point tout ça est le résultat d'un acharnement de quelqu'un qui voulait absolument rester en place coûte que coûte. Puis je n'irais pas jusqu'à traiter Justin Trudeau dictateur, je trouve que ça serait trop facile. Par contre, il y a tous les traits d'un dictateur, ou du moins traits de narcissisme qui sont propres à un dictateur. Je veux dire, ouais. on s'entend, là, la pression sur lui était... je veux dire, personne, je connais personne, ni moi, ni toi, ni personne pourrait rester en place avec autant de pression qu'il recevait, parce que ça fait pas loin de 10 ans qu'il était là. Donc, je veux dire, veut pas. Juste le simple fait d'être 10 ans au pouvoir, ça finit par t'user. L'usure du pouvoir, ça fait son travail déjà en partant. Par-dessus le marché, tu as toutes les parties de l'opposition qui veulent que tu sacs ton camp ou que t'aimes pas. Ça, c'est de bonne guerre, ça a toujours été un peu de même. Mais là, en plus, t'as comme pas loin du tiers de tes propres députés qui veulent que tu sacs ton camp. T'as pas loin de pendant 2 ans de temps, tu as eu des sondages qui ont été faits à la grandeur du Canada qui démontraient à quel point ta popularité, elle descendait en flèche, pis ça remontait jamais. Et ça, dans des coins chauds. T'as perdu dans des châteaux forts, là, que les libéraux ont jamais perdu, que ce soit sous Paul Martin ou sous Jean Chrétien, ou en fait, dans ce temps-là, ils gagnaient. Mais je veux dire, ils ont perdu des châteaux forts assez importants là, à Montréal puis à Toronto. Et il a simplement pensé à démissionner
le 6 janvier. Ou du moins, ça y a pris un petit souper, ça a pris une marche dans la neige durant le temps des fêtes pour qu'il revienne avec sa famille puis dise, OK, finalement, la décision est prise. Mais cet acharnement-là, je pense que ça va nous avoir coûté très cher. En plus, il est techniquement toujours premier ministre. Donc, on peut bien célébrer, mais moi, j'ai quand même, parce que je vais mettre un bémol, là, si j'en ai mon chapeau de la FCC puis juste mettre moi-même là-dessus, j'ai comme l'impression qu'il va pas nécessairement quitter facilement. Puis je trouve que les conditions aussi de sa succession sont vraiment particulières. Une des choses, par exemple, un candidat ou une candidate qui veut lui succéder présentement doit lever 500 000 $ pour pouvoir sécuriser sa place dans la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Donc, de un, toutes les backbenchers, c'est qui espéraient avoir une chance de peut-être passer à l'histoire, eux autres, c'est terminé. Fait qu'il reste juste pas mal les élites du parti qui étaient déjà proches de Trudeau. Fait on s'entend qu'on voit Freeland arriver sur ses grands chevaux, on voit Mélanie Joly arriver, pas mal des gens comme ça, peut-être avec Champagne, qui pourraient lever de l'argent. Les pointures anglophones, on n'en a pas entendu parler pour l'instant. Mark Carney, je pense pas qu'il va se lancer. D'ailleurs, en tout cas, je vois pas rien grand. S'il se lance, il va se lancer à la dernière minute, puis il va manquer le bateau, tant qu'à moi. C'est pas mal son histoire. Ouais, d'accord. Mais de toute manière, il est trop check-in. Je veux dire, ça, c'est un reproche que j'ai fait. Il était trop check-in pour prendre de la place à Freeland, parce qu'il savait très bien qu'elle allait porter le blâme d'un mauvais budget. Ouais. Il va pas venir devenir premier ministre pour prendre le blâme pour tout le bilan de Trudeau non plus. Fait qu'il va attendre après, là. Donc, après il va attendre le nettoyage. Exact. Il va laisser le gouvernement conservateur s'installer pour y aller après. Exact. Puis lui, ça va être pas mal plus facile pour lui, en fait, de se représenter face à un bilan conservateur qu'au bilan de sa propre gang. Mais il n'en reste que, cette situation-là est vraiment, parce que c'est n'importe quoi. Mais l'affaire, c'est que je trouve on stick énormément sur les tarifs depuis quelques semaines, avec raison, parce que c'est les menaces de Trump. Mais de l'autre côté, je pense qu'on a oublié un des éléments les plus importants qui pourrait bien plus nous affecter que les tarifs. Parce que les tarifs, ça fait partie d'une technique de négociation. S'il y a des tarifs qui s'appliquent, ça va à la limite être sur des produits spécifiques et ça va être sur des courtes périodes ou du moins ça va finir par mourir en négociation. J'en suis persuadé. Par contre, Trump, il a fait des promesses qui pourraient nous faire mal. C'est ses baisses d'impôts. Il en a fait des baisses d'impôts durant son premier mandat, puis il veut en faire d'autres. Et la réalité, c'est que durant ces périodes-là, en tout cas durant son premier mandat, 2016 à 2020, on a observé des fuites de capitaux du Canada, ou du moins une exode de capitaux du Canada vers les États-Unis, et ça pourrait se reproduire à nouveau, surtout parce que depuis cette période-là, au Canada, puis dans les différentes provinces, on a augmenté le fardeau fiscal. Je comparais l'autre fois avec juste un comparatif rapide entre le Québec puis juste les provinces, les États de l'autre côté de la frontière. Si on compare juste l'imposition là, pour un particulier qui fait environ 75 000 $ brut au Québec, tu vas payer pas loin de 39,5 % d'impôts sur ce revenu-là, ce qui est énorme. Mais si tu vas en Pennsylvanie, c'est 25 %. Puis si tu vas en Californie, qui est un des États les plus imposés, qui impose le plus aux États-Unis, c'est 30 %. Donc, je veux dire, le Québec, il peut même pas se comparer avec les États les plus qui ont les poids fiscaux les plus importants aux États-Unis, dans un contexte où est-ce que un président américain qui dit, écoute, on va en faire d'autres baisses d'impôts, on va relancer différentes industries, on va attirer davantage de capitaux américains puis les ramener ici. Ouais, dangereux. Ça va nous affecter. Fait que quand même s'il ne fait pas les tarifs, ce risque-là est énorme. Fait que pendant qu'on est en train de mettre en place des comités pour les dealer avec les Américains, on n'est pas en train de mettre en place un comité pour réviser la compétitivité du Canada ou du Québec par rapport aux entreprises américaines, notre capacité d'attraction envers les entreprises et les investisseurs étrangers, ou même notre capacité ne serait-ce qu'à donner du lest à nos entreprises pour qu'elles puissent être justement en mesure de créer plus d'emplois ou être justement plus compétitives. Fait que pendant ce temps-là, je veux dire, pendant que le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt, nous, on est un peu, nous étant le Canada, on est les idiots qui stickons sur les tarifs, mais on regarde pas du tout le reste qui est en train de se préparer tranquillement. Donc, d'après moi, ça va nous péter dans la face encore plus. Puis ça, l'affaire, c'est que ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est progressif, ces changements fiscaux-là, ou du moins ces politiques-là qui vont nous affecter sur les prochaines années. Wow. Regarde, très bon bout, Nick. Est-ce que, pour finir, qu'est-ce que tu vois dans le... Parce que j'en ai parlé hier un peu, on en parle depuis... Moi, j'étais un des premiers à parler de ça, même avant que Trump en parle. J'avais même parlé du dollar canadien à ce moment-là, qui est aux alentours de 70 cents à peu près tout le temps, là, depuis quelques semaines. Puis,
je sais qu'il y a beaucoup d'émotions et d'émotivité dans l'air là, quand on parle de ça. Là. Il y a des gens, même, la majorité des gens de droite et conservateurs sont très ouverts, mais il y a même à l'intérieur de ces gens-là. Puis on a vu la réaction des politiciens, puis ça, c'était prévisible. Là. Les politiciens, ils ne veulent pas passer de king de la place à femme de ménage d'un palais. Là. Ils veulent rester au top du palais. Donc, même quelqu'un comme Maxime Bernier s'est opposé, a même fait des reproches à Trump. Il a même, pour la première fois, été cité par les médias québécois qui, là, tout d'un coup, ont découvert que Maxime Bernier existait parce que là, il a frappé sur Trump. Donc là, tout d'un coup, il est devenu un allié. Pierre Poilievre, je vous dirais à peu près tout le monde a décrié ce qui se passe. Puis plusieurs sont un peu nerveux avec ce qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, je ne sais pas c'est quoi le but de Trump. Bon, avant qu'on devienne un État, je pense que ça, c'est le dernier point, puis les probabilités sont quand même assez minces. De là, après ça, si on débat si c'est bon ou pas bon, c'est pas là le point. Mais je pense que le Canada ne sera plus pareil. OK? À partir du moment où on va négocier, je pense pas que le Canada soit pareil. Est-ce que la frontière va tomber? Est-ce qu'on va devenir un genre de bouclier alentour, incluant le Groenland, le Nord, et que tout ça soit sécurisé par une agence américaine, canadienne, appelez-le comme vous voulez, qu'on ait une liberté et un vrai libre-échange, puis qu'on soit un genre de territoire ou un peu une genre de formule à la formule européenne. Je ne sais pas comment. Je sais que hier, Olivier Primo a sorti quelques idées sur son compte X, puis qui rejoignent beaucoup les miennes, c'est-à-dire dollar, liberté d'aller d'un côté comme de l'autre, comme ça se passe en Europe. Même chose au niveau commercial. Donc, un vrai deux pays vraiment libres qui font des affaires d'un bord et de l'autre. Il n'y a plus rien. Il y a une entente où il n'y a plus de pages, où il y a plein de « Ah, ben là, je ne peux pas faire ci. » Là. Non, on est ensemble, mais on garde probablement notre identité, on garde nos couleurs, on garde... Peut-être que c'est vers là que ça va finir, peut-être que ce sera encore moins. Mais une chose est sûre, c'est que jamais j'aurais pensé que les gens paniqueraient de cette manière-là. Moi, je vois ça, moi, je m'amuse depuis avant les fêtes avec ça, mais là, je sens qu'il y a beaucoup de gens nerveux. Là. Il y a beaucoup d'émotivité, il y a beaucoup de gens qui sont très, très nerveux. Y a-t-il moyen de mettre ça plus safe, de parler de choses qui sont probablement raisonnables? Peut-être que le contexte actuel, dans l'état où ce que le monde est en train de changer, on n'est pas équipé, puis le Canada est un peu un canard à pattes cassées, s'est mis dans cette situation-là par lui-même. Moi, je vois ça comme une opportunité. Moi, je suis très, très positif. Mais je sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Et c'est pas avec la peur qu'on va... Je sens des leaders qui ont peur. Je sens des leaders d'opinion qui ont peur. Je sens des citoyens qui ont peur. Alors que le contraire, peu importe comment ça finit, j'ai l'impression que c'est une superbe opportunité pour le Canada et le Québec. Es-tu d'accord avec moi? Absolument. Absolument. Je pense c'est ce que je répète aussi, puis je pense qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus. L'élection de Trump, c'est une opportunité pour le Canada. C'est pas supposé être un, comment dire, on voit quasiment ça aussi pire que la pandémie de COVID-19, là. Donc, je suis pas tant surpris de voir le monde capoter autant pour des petites affaires quand je vois comment est-ce qu'on a réagi au cours des dernières années. Mais il n'en reste que, par rapport à la question de la solution que tu as mentionnée d'Olivier Primo, là, d'avoir un espace économique, voir la circulation libre entre les frontières, ça serait le meilleur pied de nez qui pourrait être fait, puis ça serait la meilleure solution de rechange pour tout ce qu'on voit présentement. Puis en même temps, ça serait un pied de nez à ce que Trump propose, parce que de son côté, Trump, il dit, ben, je vais vous imposer des tarifs de 25% si vous sécurisez pas votre frontière, mais de l'autre côté, il veut nous annexer, ce qui éliminerait la frontière entre les deux. Donc, après ça, je me demande c'est quoi le but ultime de cette game-là. Mais pour venir à la question de l'opportunité à saisir, ben oui, de un, c'est le moment ou jamais de considérer de rebâtir notre armée, parce que ça fait partie des éléments qui sont souvent mentionnés dans les négociations avec les Américains. Le Canada a sous-investi, pas juste assez sous-investi, on a carrément désinvesti notre armée. Exact. Et je tiens à rappeler que Justin Trudeau, et ça, c'est ce qui va me suivre toute ma vie. Je veux dire, il y a plein des affaires que je peux faire comme reproche par rapport à son bilan, que ce soit au niveau de l'accès à la propriété, la compétitivité de l'économie, la dette, peu importe. Mais pour moi, et j'en souviendrai toujours, c'était en 2015, je commençais à m'intéresser à la politique fédérale. Ce qui va m'avoir choqué le plus, c'est il s'est fait élire en 2015 en promettant d'annuler l'achat des F-35.
Je sais pas si vous en souvenez, là, il y avait tout le débat. À l'époque, on avait des avions. Harper avait envoyé des avions bombarder l'État islamique en Syrie puis dans le Levant, où est-ce qu'il commençait On avait des F-18 avec des morceaux de vieux F-18 que les Australiens se servaient plus. Là. Nos F-18 ont été updatés avec des vieux morceaux des F-18 un peu modifiés, mais on avait des F-18 maganés. Là. On a des F-18 maganés. Exact. Puis une des premières choses qu'il a faites quand il a été élu, c'est je vais annuler la commande des F-35 qui serait, en fait, ces avions-là seraient disponibles aujourd'hui dans nos hangars ou commenceraient à l'être au moment où est-ce qu'on se parle. Et de l'autre côté, il a mis fin au bombardement des terroristes de l'État islamique, en plus de hausser le nombre de réfugiés qu'il allait accueillir de la Syrie. Cette dernière partie-là, bon, c'est une autre histoire. Mais pour venir à la question des F-35, l'armée canadienne, depuis la Seconde Guerre mondiale, elle est constamment privée de ressources importantes qui permettent de se moderniser et d'avoir la capacité d'assurer la protection de la souveraineté du Canada. La dernière fois qu'on a un ballon espion qui a flotté dans le ciel du Canada, en fait, c'est même pas un avion américain qui l'a pas un avion canadien qui l'a battu, c'est un avion américain qui l'a battu. On n'a même pas le contrôle sur notre espace aérien, au point que les avions russes n'ont pas de problème à venir un peu nous tenter une fois de temps en temps dans l'Arctique, juste pour nous rappeler même eux sont plus forts que nous autres avec leur MiG. Fait qu'il n'en reste que je pense que ça, c'est la première des choses qu'on doit faire parce que, inévitablement, avoir une meilleure armée puis un meilleur contrôle sur nos frontières, c'est lié à la notion de souveraineté. Puis ça, les Américains ont compris pas à peu près que le Canada est incapable d'assurer la protection de sa souveraineté. Fait que si on fait pas un flip là-dessus, c'est sûr que l'annexion du Canada ou ne serait-ce que notre écrasement puis qu'on devienne vraiment un tiers-État quasiment par rapport aux Américains, je veux dire, ça devient beaucoup plus possible. Mais si on a un changement de gouvernement puis qu'on a quelqu'un de sérieux au pouvoir qui fait vraiment ce qu'il dit, ce qu'il promet, oui, repartir l'armée, consolider notre frontière puis donner du tonus à notre économie, redevenir compétitif comme on l'était avant, ça serait pas mal les 3 pistes de solutions pour protéger le Canada au courant des prochaines années. Mais le temps est grave. Puis ce qui me gosse le plus, c'est qu'on en parle présentement, puis on a un Parlement qui est fermé. Voilà. On a littéralement 338 politiciens qui se tournent les pouces pendant qu'on est sur le point de la pire crise, la pire guerre commerciale de notre histoire moderne. Et je tiens à le rappeler, tant qu'à rajouter une dernière goutte dans le verre trop plein, que le 1er avril, tous ces politiciens-là ont droit à une augmentation de salaire. Y compris Trudeau, par extension. Donc, ils travailleront pas de l'année, puis ils ont une augmentation de salaire une semaine après leur retour au travail. Arrête. Oh, ouais. Est-ce que, dans mon histoire, dans mon roman de Tom Clancy, là, je vois que Trump se sert un peu du Canada, puis quand il est arrivé l'histoire du Groenland, je dis, OK, là, ça, c'est mon roman à moi. Là, je me dis, OK, rappelez-vous à Charlevoix quand il a pété il a pété une coche sur l'OTAN à Charlevoix. OK? Je suis écœuré de payer. Je ne veux plus rien savoir. On n'a pas d'affaires dans vos affaires. On a trop de bases. Ça coûte trop cher. Moi, je pense qu'il veut bâtir son nouvel OTAN, c'est le NORAD. OK? Donc, incluant le Groenland, le Canada. Probablement que si le Mexique veut se joindre, le Mexique va être là à un moment donné. Et il va pas vouloir débarrasser de tout ce qu'il y a partout à travers la boule, toutes les bases aériennes, les bases militaires, toutes les dépenses folles, puis dire aux Européens et à ceux ailleurs, regarde, arrangez-vous avec les Russes. Les Russes, anyway, ils sont pas si forts que ça. Ils sont même pas capables de se battre contre l'Ukraine. Si jamais ils montrent qu'ils veulent vous envahir, vous nous appellerez, on ira. Mais pour l'instant, nous autres, l'OTAN, c'est terminé. Moi, j'ai un feeling que Trump est plus... Les gens pensent que Trump est cave. Trump est très intelligent. Et je pense qu'il met ses pions pour arriver à ses fins. Mais ça, il prend le Canada. Il faut qu'il gère le Nord. Il va le faire par le Groenland avec une base là-bas. Il faut qu'il gère le Nord pour être sûr que les Russes ne vont pas par là. Il est déjà en Alaska, mais il y a tout le top en haut. Il y a quelque chose là-dedans. Puis, il ne nous trosse pas sur la frontière. Donc, la frontière, il le dit, là, la frontière, ça l'énerve. Ça a été dessiné qu'un crayon. On va enlever ça. Il sait, dans le fond de lui, que ça ne finira pas par 51e État. Ce ne sera pas bien loin de ça, par contre, mais ce ne sera pas ça. Tu comprends-tu un peu mon roman? Oui, absolument. Puis dans ce cas-ci, pas Trudeau, Trump il est en train de faire vraiment de la géopolitique. Puis je pense qu'il est très conscient aussi que c'est son dernier mandat. Ne serait-ce que, c'est 4 ans où est-ce qu'il...
Ouais. C'est ça. Fait que c'est son 4 ans où est-ce qu'il va marquer l'histoire. Il l'a déjà marqué en faisant le plus important comeback de l'histoire politique américaine, là, je pourrais dire même quasiment occidentale. Mais là, il va consolider ça en faisant un peu de lui une sorte de Teddy Roosevelt 2.0. Là. Donc, c'est drôle parce qu'il s'attaque justement au canal de Panama tant qu'à y être, il va là. Le Groenland, ça, j'ai toujours trouvé surprenant, mais tu sais, quand on y pense juste au niveau du pétrole offshore, où est-ce que tu peux aller en haute mer, là, t'as pas loin de 50 milliards de barils de pétrole dans ces régions-là. Fait que, tu sais, il y a la question des ressources naturelles qui devient très vitale. Fait qu'on comprend que Trump, le monde pense que c'est un fou qui veut annexer tout le monde, là. C'est pas tout à fait ça. Il veut consolider vraiment les intérêts américains en Amérique du Nord, consolider les routes d'accès, consolider les différents, que ce soit les ports, que ce soit les routes commerciales, bref, tout ça, il est en train de le consolider sous une forme d'hégémonie américaine ou nord-américaine où les États-Unis seraient pas mal centrales à tout ça. Fait que, tu sais, on le voit présentement, tu sais, quand tu vas jusqu'au sud, jusqu'au canal de Panama, puis tu penses, tu sais, c'est vraiment que tu veux sécuriser toute cette zone-là. Maintenant, non, il y a quelque chose on va être perdant. Mais moi, je pense qu'on va être gagnant au final. Tu sais, on a cette crainte-là, en fait, qu'il va nous annexer, mais la réalité, c'est qu'on va plutôt faire partie d'un empire américain qui devrait être plus fort. Par contre, je vais quand même reprendre un peu une partie du commentaire de Maxime Bernier en disant que l'impérialisme américain, ça reste une menace perpétuelle, parce que je veux dire, là présentement, on est peut-être rassuré en se disant, ah ben tu sais, Trump, il y a quand même les intérêts américains à cœur, mais mettons qu'on prend ce gros morceau de pays, là, ce nouveau gros pays qui serait formé avec les États-Unis, mais mettons que c'est les démocrates qui dirigent, là, ou que ce soit l'administration de Kamala Harris ou peu importe, il y a bien du monde qui va peut-être la trouver moins drôle. Fait que je dirais que d'être dépendant de l'avenir ou des décisions politiques à Washington, c'est pas nécessairement ce qu'on veut à long terme. Fait que on va espérer que ça va venir avec un peu d'autonomie, mais pour ça, il faut que le Canada se batte pour la conserver, cette autonomie-là, si on va se faire écraser. Très le fun. Très bon début, Nick. Extraordinaire. Contribuable.ca avec un S à contribuable. Donc, thank you, man. Bonne année 2025. J'ai l'impression qu'on va avoir l'occasion de se parler beaucoup. Ça brasse pas à peu près, là. Mais c'est le fun. Yes. C'est le fun. Regarde, retenons ça. Restons positifs. Moi, je vois que du bon de ce qui s'en vient. On ne sait pas comment ça va finir, mais voyez pas ça. On perd depuis à peu près 30-40 ans. On diminue, on décline. On s'est tourné vers le socialisme, c'est en train de nous étrangler. On a une opportunité de faire un jump par en haut. Il y a quelque chose de bien qui s'en vient. Donc, restons positifs. Moi, je pense que 2025 va être extraordinaire. Thank you, Nick. On s'en reparle bientôt. Toujours un plaisir. À bientôt. Take care. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Jeff Fillion. Le labo de Mr. White. Qu'est-ce qu'on est en train de cooker dans le premier lab de Mr. White de 2025? Bien hâte d'entendre. Monsieur Blanc, c'est à vous. Je l'aime, mon lab, moi. Je l'aime, mon petit bout. J'adore ton petit bout. Moi, j'adore ça, moi. Je voulais juste en profiter pour... tu sais, je parle souvent aux pirates en dehors des ondes pour toutes sortes de raisons. Des fois, ils ont des petits problèmes techniques. Des fois, c'est juste pour nous jaser, nous envoyer une petite nouvelle. Je voulais saluer, il va se reconnaître, il s'appelle XM, OK? XM, il va se reconnaître parce que lui, il a donné un abonnement à son père à Noël. Oh! Lui, à Noël, il est arrivé avec une carte, là. Puis dans la carte, il y avait un abonnement avec un code QR. Puis son père, il est arrivé avec son téléphone, il a scanné le code QR, puis pouf! Il y avait un abonnement à Radio Pirate Prime annuel. Yes, bienvenue. Bienvenue à Poppy, papa. J'espère que papa va aimer ce qu'il y a, puis qu'il va essayer de convaincre ses frères et ses amis, parce que si j'imagine qu'on est dans la gang de 60 quelques années, donc oui, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Bonne question. Yes. Dans le lab aujourd'hui, écoute, je commence par une belle prémisse, c'est que je vous fais une mise en situation. OK. Si, admettons, OK, il y avait un genre de nouvelle loi mondiale, OK, qui disait à tout le monde sur la Terre, oui, vous avez un passeport présentement de votre pays, et là, la nouvelle loi universelle fait en sorte que vous avez le droit d'avoir un passeport d'un autre pays, n'importe lequel. Okay. Et vous gardez votre premier passeport.
Donc, vous avez droit, finalement, on a géré ça, on a réglé ça, on a décidé ça, là, universellement, là, que dans la vie, tu avais le droit d'avoir ton passeport de ton pays et un autre passeport qui te permettait de vivre dans un autre pays. OK. Qu'est-ce que vous pensez que Je pose la question au monde qui écoute en même temps. Là. Qu'est-ce que vous faites? Quel passeport que vous choisissez comme deuxième pays? Tu parles à moi? N'importe qui. N'importe qui, bon. Non, mais tu sais, je parle de ça en général. Mais qu'est-ce que vous pensez que le monde choisisse comme deuxième passeport? Ben, en général, quasiment la grande majorité vont prendre les États-Unis en raison de la proximité, là, puis de la puissance et de la force. Je veux dire, ça, c'est assez clair. Puis tu auras des gens qui vont aller dans les places qu'ils aiment, soit pays des Caraïbes ou pays européens qui aiment, etc., etc. Mais habituellement, si tu demandes à quelqu'un, ça va être un pays qui est assez proche de où ils sont. Vraiment proche. Ah oui? OK. Moi, je pense que ça va être un pays qui va être beaucoup... Oui, parce que tu veux avoir de quoi qui te sert pour vrai. Tu sais, tu veux pas avoir de quoi pour aller 2 semaines en vacances. Là. C'est pas la même affaire. Là. Donc, tu vas avoir de quoi qui va te servir. Donc, mettons que tu es... en tout cas, moi, je pense. Mettons que tu es britannique. Oui. Tu vas peut-être avoir vouloir la France, tu vas peut-être avoir vouloir, je sais pas moi, l'Espagne, quelque chose de même. Ou encore Dubaï, parce qu'ils sont souvent à Dubaï. Mais, tu sais, ils iront pas en Argentine. Ah, j'aime l'Argentine. Ouais, mais Chris, t'as peu, là. Aller en Argentine, c'est loin après, pour c'est un bout, là. Ouais. Je pense que le côté pratique va être beaucoup dans la balance. Bien, il y a le côté pratique, mais il y a une question aussi d'immigration éventuellement. Pour ça, tu as le passeport. Donc, tu peux vivre dans ce pays-là. Tu peux... moi, je pense, personnellement, je me suis posé la question moi-même et je me suis dit, possiblement que dans la plupart des pays d'Afrique, puis dans une grande partie des pays d'Asie, et tout ça, la plupart choisiraient le passeport américain. Ben, ce serait le passeport le plus choisi. C'est même les Français anti-américains veulent avoir un passeport américain. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que même les Européens, parce que les autres, ils verraient ça pas nécessairement juste pour une place où aller de temps en temps. Ils verraient ça comme une place les pour Canadiens immigrer. anglais seraient les plus drôles. Oui, les Canadiens anglais qui sont des anti-américains purs, 2 sur 3 prendraient le passeport américain. C'est ça qui est le plus drôle. Ils écoutent la télévision américaine, ils écoutent tout ce qui est... Ouais. Ils sont américains à 90%, mais ce sont les plus anti-américains de la Terre. Ils seraient les premiers à sauter dessus. Ben, moi, je suis de la droite pirate. Oui. Et la droite pirate, en tant que droitiste pirate... J'aime ça, la droite pirate. Oh, je choisirais le passeport américain. Oh, bon. Jerry, on le sait, c'est l'Espagne, il y en a d'autres, c'est le Mexique, il y en a qui nous arriveraient avec toutes sortes d'affaires. Il y en a qui diraient russe. Hein, il y en a qui aiment la Russie. Donc, ils diraient russe. Mais effectivement, c'est une belle gymnastique à faire, ça. Ça, ben, ça m'amène à ma première cote parce que là, Doug Ford est rendu le premier de l'Ontario, le premier ministre de l'Ontario. Là, il est en tournée américaine beaucoup dans les médias parce que lui... il veut aller parler du fait que Trump a dit que le Canada pourrait être le 51e État. Puis Doug Ford était connu un peu des médias américains. Là. Il y allait avant n'importe quel. Là. Et là, il est allé à Fox News cette semaine avec Jesse Waters. Et là, avec Jesse Waters, je me suis dit... Tu sais, parce que ça m'a amené à cette réflexion-là, parce qu'à un moment donné, Jesse Waters l'a amené sur ce sujet-là. Et il a posé, tu vas voir dans la cote, là, un moment donné, il pose la question. Il dit pourquoi? Il dit que vous voulez pas de nous, en fait, parce que lui, il prend ça un peu comme un rejet. Puis si tu connais un peu de Jesse Waters, il y a un petit peu d'humour dans son affaire. Tu sais. On ne sait pas trop si c'est sérieux des fois ou non. Là. Okay. Mais je me suis dit, même si c'est pas sérieux, il y a comme un fond de vérité là-dedans. On va écouter la cote. Yes. Doug Ford, the Premier of Ontario, Canada, joins me now. All right, Premier, what's your problem with the United States absorbing Canada? You say that Americans don't have a problem with Canadians, and we don't. But it seems like you have a problem with us. Because if I were a citizen of another country and I was a neighbor of the United States, I would consider it a privilege to be taken over by the United States of America. That's what everybody else in the world wants. American citizenship. For some reason, that's repellent to you Canadians. And I find that personally offensive, Premier.
Well, you know something, Jesse? We're proud Canadians, just like there's proud Americans. And if we join together and take on the world with a great trade deal between us, I think that'd be fabulous. No one could stop us. Well, that's the point, because Trump says we're paying to protect Canada a lot, but Canada's ripping America off on trade. So why don't we just redraw the map to make it fair? Ouais. Non, c'est très bon. Écoute, tu vois qu'ils savaient qu'ils pouvaient aller jusque-là parce qu'ils sont capables de jaser. Là. Il y a une question d'être capable de jaser là-dedans. C'est sûr que tout le côté subvention, tout ce côté-là là, du déficit commercial, j'ai comme l'impression que ça ne tiendra pas la route longtemps. Je pense que ça, on a déjà fait le millage qu'on avait à faire là-dessus. Pas certain que ça va aller tellement loin parce qu'il n'y a pas de subvention. Le terme utilisé par Trump est mauvais. C'est pas un bon terme. Ouais. C'est que les Américains sont un plus gros pays, donc ils ont besoin de plus de stock. On a du stock pour eux autres. On est un petit pays, donc c'est une question de population. Si le Canada avait 300 millions d'habitants, puis les États-Unis avaient 300 millions d'habitants, puis que les États-Unis produisent un paquet de choses qu'on a besoin, puis nous, on produit un paquet de choses, probablement que le déficit commercial serait quasiment nul. C'est une question qu'on est un petit joueur avec un énorme territoire, beaucoup de ressources et surtout beaucoup de pétrole. C'est le gros du déficit commercial. Donc, je pense que ça a été utilisé, mais dans le fond de lui, c'est quelqu'un qui sait exactement ce que je suis en train de raconter là. C'est bel et bien Trump. Il le sait encore plus que nous autres. Donc, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va durer. On sent d'ailleurs que c'est en train de shifter vers la sécurité, vers l'armée, vers... Il y a quelque chose. Oui, on s'est servi de ça. Mais entre toi puis moi, puis toute la gang de pirates de droite, les droitistes, c'est quoi? C'est la droite pirate. La droite pirate. J'ai pas l'impression que... Déjà, il y a des gens, on subventionne le Canada. Tu subventionnes rien, là. Tu subventionnes rien. Tu achètes du stock et ça donne que tu n'achètes plus que nous, on en achète de toi parce que nous, on n'est pas riches, on n'est pas nombreux. Toi, tu es riche, puis vous êtes nombreux, puis vous avez besoin de beaucoup de stock parce que vous consommez beaucoup et ça donne que nous, on a beaucoup de ressources. On a beaucoup d'aluminium, on a beaucoup de bois, on a un paquet d'affaires de même et ça vous aide à avoir des prix meilleurs. Puis, en passant, juste vous dire, ceux qui vous font à croire que si on peut... j'ai vu ça là, hier, Dimitri Soudas, c'est ça le nom du gars? Oui, Dimitri Soudas. Un drôle de conservateur, ce gars-là. Ça, c'est le type de conservateur que j'aime pas beaucoup en passant. C'est comme un genre de mielleux conservateur. Il y en a trop de ça m'énerve. Tu l'es ou tu l'es pas. Mais les autres, ils ne le sont pas vraiment. Mais c'est quelqu'un quand même qui fait des bonnes interventions à la télévision et sur X. Il est capable de donner un show, là, quand même. Puis il dit, écoute, si les Américains ne veulent pas faire de deal puis ils ne veulent pas faire de la business avec nous autres, on va se tourner de bord puis on va prendre un autre client ailleurs. Et ça... Dimitri Soudas a été probablement en politique, puis là, il est dans les médias, donc j'imagine qu'il n'a jamais opéré une business de sa vie, OK? Si, mettons, tu as une business, puis 80% de ta business, tu as un gros client, c'est très dangereux. C'est très dangereux comme entreprise d'avoir un gros client qui pourrait être abandonné pour un autre. C'est très dangereux. Mais quand c'est ce que c'est, ben, t'as tout... Faut pas que tu le perdes, ton client. Puis c'est pas vrai que si ton client, tu décides qu'il change la donne, puis tu dis, regarde, arrange-toi, moi, allez m'en trouver un autre ailleurs. Pas de même que ça marche pas tout, là. Non, t'es mieux de jaser avec un peu. Là. Ben, voyons donc. Faut pas avoir été en affaires. Tu sais, penser que tu perds un client de 100 000, puis que tu claques des doigts, puis tu en retrouves un autre le lendemain matin, ça c'est 0 en affaires. Voyons, Jerry, t'étais en affaires toute ta vie. Tu sais très bien que c'est pas de même que ça marche, là. Tu sais, tu fais très attention à tes clients. C'est pas vrai que fuck you, hostie, puis on en prend un autre. Ça marche pas de même. Là. Ça marche Soudas, c'est un gars de com, ça. Là. Oui, c'est un gars de com. C'est un gars de com. Là. C'est un gars de gauche. C'est un gars qui a été dans les pavillons d'université puis qui était dans les patentes de gauche. Je comprends pas patente. Là. Ben, ce qui arrive aussi, c'est que les États-Unis ne disparaîtront jamais comme voisins. Là. C'est pas comme... Ils déménageront pas. Là. Non, puis aller trouver un client ailleurs, loin, qui n'a pas la grosseur puis qui n'a pas la richesse, déjà, il faut que tu transportes ton stock plus loin. Là. Tandis que l'autre, c'est ton voisin. Puis il y a 330 millions de consommateurs de la plus grande économie du monde. Tu trouves ça où, là? On va faire affaire avec qui, où, là?
Ça se trouve de même, ça. Ça, c'est irresponsable. C'est le genre de commentaire complètement idiot. Je déteste ce genre de patente-là. Oui, on a le droit de te dire ce qu'on... Mais, tu sais, mettez-nous pas... Empirez pas la patente, là. Allez pas faire à croire au monde que si on décide de faire affaire avec les États-Unis d'Amérique, le Canada va vivre pareil. Ils vont se trouver des clients ailleurs. Voyons donc. Êtes-vous complètement fou? Vous êtes en train de jouer avec notre sécurité financière en disant des patentes de même. Il faut se calmer les nerfs. Il y a quelqu'un qui avait quelque chose à dire là-dessus, d'ailleurs, qui pourrait peut-être représenter un peu comme le fait Mme Smith ou encore Doug Ford. Quelqu'un qui se présente pour aller représenter le Québec et le Canada pour aller négocier peut-être avec Trump. C'est quoi tu fais avec cette casquette-là, Jean? Comment est-ce que je fais avec cette casquette-là, tabarnak? Ils pensent qu'on va être le 51e étoile assis aux États-Unis. Jamais, tabarnak! On est des Canadiens, pas de match qu'à mort, maudit trip! Quand je suis un Canadien, je suis content de porter ma casquette. C'est assez, là! Là, c'est le parti conservateur qui va rentrer au pouvoir. Il nous a mis dans la merde, le petit Trudeau! Puis c'est écœuré de payer 54%, tabarnak! Soit 1900 qu'on lève! Wow! Là, ça s'arrête, Chris! Revenu Canada, là, c'est écœuré de tout le monde! C'est Canadien, tabarnak! Canadien! Ouais. Bonne chance, vous achetez des armoires. Ça a mieux de fitter la première fois, parce que ça ne fitte pas, ça va être compliqué, puis il n'est pas le fun. Faut que ça fitte. Ah oui, il faut que ça fitte en crise, va te dire de quoi, parce que il va t'arriver, puis il va te faire semblant que c'est tout de ta faute. En passant, sa maison est allouée, si ça vous tente. Ah? Okay. Sa maison est allouée. Donc, si ça vous tente de... La grosse maison de je ne sais pas combien de millions de dollars, là, où il y a eu la tentative de... il a manqué de se faire tuer. Là. Ben, cette maison-là est disponible parce qu'il n'est pas capable de la vendre. Donc, si vous voulez la louer, elle est disponible. Combien par mois? Je ne sais pas. Peut-être 10, 12 000 par mois. Mais si ça vous tente, elle est disponible là. On y va. On est prêt pour Trudeau à CNN qu'on a parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Oui, vas-y. OK. Je pensais que je pensais que tu allais l'introduire. Tu pensais que tu partais à la côte. Ben non, mais Trudeau, non. Écoute, Trudeau, c'est le PM encore. Là. Si vous pensez qu'il n'est plus PM, Trudeau, ben il fait des tournées de PM. Parce qu'hier, il s'en allait. D'ailleurs, on ne l'a pas vu. Il n'était pas assis dans l'entourage des présidents américains. Je ne sais pas s'il était assis dans l'église, parce qu'hier, il était allé aux funérailles de Carter, mais on ne l'a pas vu jamais nulle part. OK. Fait que là, il est allé à CNN. Je sais qu'il est allé à MSNBC aussi. Je ne l'ai pas écouté. Mais là, à CNN, j'ai écouté des bouts, là, j'ai fait comme tabarouette que j'étais écœuré de ce discours-là de cassette, d'espèce de... Il répète toujours la même chose. Il n'a pas compris pourquoi les gens l'haïssent. Tu sais, le petit Chris de sourire, plus capable. Le donneur de leçons. En train de diviser tout le temps. Si t'es pas dans sa gang, si t'es pas de gauche, si t'es pas comme lui, si t'es pas DEI, tu désinformes, t'es la droite, t'es l'extrême, t'es ci, t'es ça. Chris que j'haïs ce gars-là. Fait que là, on va écouter à la cote, parce que là, je pense, c'est-tu Taper? Jack Taper? Ça se peut-tu? Jack Taper? Ouais, il est avec effectivement Jack Taper du Puis côté là, de CNN. il pose la question, bon, le 51e État américain, il dit là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Avez-vous parlé à Trump aujourd'hui? Puis là, lui, il répond. President-elect Trump has been needling you a bit, calling you Governor Trudeau, talking about making Canada the 51st state. Did you have any interaction with him today? No, not today. But that's not going to happen. Canadians are incredibly proud of being Canadian. One of the ways we define ourselves most easily is, well, we're not American. There is such a depth of pride that's not actually an issue. What I think is happening in this is President Trump, who's a very skillful negotiator, is getting people to be somewhat distracted by that conversation to take away from the conversation around 25% tariffs on oil and gas and electricity and steel and aluminum and lumber and concrete, and everything the American consumers buy from Canada is suddenly going to get a lot more expensive if he moves forward on these tariffs. And that's something that I think we need to be focusing on a little bit more. J'ai juste une réponse à ça. Concernant le premier bout. Le deuxième, je pense que ça, tout le monde s'entend pour dire que, effectivement, s'il y a des tarifs, ultimement, c'est les consommateurs qui vont payer, puis c'est une forme de taxe. OK. Trump va vous répondre, ben oui, mais en même temps, je vais descendre les impôts et les taxes des Américains. Donc, même s'ils payent quelques gugus qui ont besoin, 25 de plus, puis qui n'ont pas besoin tous les semaines, overall, ils vont gagner. Parce que maintenant, le gouvernement va se financer
en mettant des tarifs sur tout ce qui est importé d'ailleurs avec des partenaires avec qui on fait des affaires qui ne sont pas justes. Ça, c'est le point de Trump. Je ne vous dis pas que je le partage, je vous dis juste que c'est le point de Trump. Mais c'est la première partie que je remarque qui est fausse. Effectivement, les chances que ça arrive, on s'entend, sont quand même assez minces. Oh. Mais je veux juste vous dire une affaire. Le bout qui ne marche pas, c'est... Il dit, les Canadiens sont trop proud to be Canadian, mais ça, c'est le bout qu'ils ne comprennent pas. La raison pourquoi on est dans cette discussion-là, c'est que le Canada est affaibli comme le Christ. On en a parlé, tu as mis une vidéo là-dessus. On en a parlé hier, passablement, mais il faut le redire encore. Vous savez, il y a des gens qui ont perdu des business qui étaient très, très, très fiers de leur business. Ils ont investi énormément de temps, de passion. Toute leur famille s'est investie à l'intérieur de ce commerce-là, que ce soit un restaurant, que ce soit un magasin, que ce soit un garage, peu importe ce que vous aviez. Et à un moment donné, par toutes sortes de décisions qui ont été, avec le temps, il faut le dire, de mauvaises décisions d'affaires, eh bien, ils ont perdu des clients, ils ont perdu de la business, ils ne se sont pas adaptés aux changements qui arrivaient dans leur domaine. Et là, ben, ils ont été obligés de fermer parce qu'ils devaient de l'argent à un, ils devaient de l'argent à l'autre, ils se mettent la protection de la faillite. Puis là, ultimement, ils s'en vont voir quelqu'un, pas un notaire, mais quelqu'un qui gère les faillites, là, j'oublie le nom. Là. Un syndic. Un syndic. Puis ils déposent le bilan, puis ils disent, regarde, on a essayé par tous les moyens, mais là, maintenant, il faut se protéger, puis il faut négocier avec les fournisseurs parce qu'on n'est plus capable. T'sais, si vous pensez que ces gens-là sont du mauvais monde, si vous pensez qu'ils n'ont pas à cœur la business pour laquelle ils se sont battus, surtout dans les dernières années où ils ont essayé de la mettre au-dessus de l'eau en prenant toutes sortes de décisions qui sont avérées mauvaises, bien, vous trompez, là. Ces gens-là, ils étaient vraiment fiers de leur business. Ils étaient vraiment, vraiment, vraiment fiers de leur business. La raison pourquoi ils l'ont perdu, ça peut être une tonne de raisons. Probablement beaucoup de mauvaises décisions, puis des choses qui changent, qui évoluent, puis que tu n'as pas eu le temps de t'adapter ou tu es carrément passé date, puis tu n'es plus là. Ces gens-là, là, s'ils avaient pu, ils auraient continué leur business, puis ils l'auraient passé à leurs enfants, puis leurs enfants l'auraient passé à leurs petits-enfants. Là. Vous savez, c'est le même que ça marche. Mais ils l'ont perdu, le business. Ça arrive, là, des centaines de milliers de fois à travers le Canada par année. Là. Des petites PME, des patentes comme ça, des choses qui... Toujours triste en passant. Toujours triste, mais la business, c'est ça. Les PME, c'est ça. Les entreprises. Les grandes entreprises passent par là aussi. Tu me parlais un peu plus tôt de Wayfair. Comment c'est ça que Wayfair est en train de vivre ce qu'il est en train de vivre? Bien, il y a de la compétition, il y a de l'ajustement, il y a des choses qui doivent moins faire bien. Il faut qu'ils s'ajustent, là. Ils sont en train de se poser des questions là-dessus. Est-ce qu'ils sont fiers de chez Wayfair, les employés? Est-ce qu'ils sont fiers, les gérants, les propriétaires, les actionnaires? Tout le monde est fier. Mais quand ça finit, ça finit. C'est pas une question de fierté, là. Pas une question de... Wayfair, excusez-moi, mais Wayfair, s'ils ferment la business en Allemagne, c'est pas... Ils sont pas contents de ça, là. Non, ils sont pas contents de ça. Puis, le Canada, si on est où ce qu'on est là, c'est pas une question... Moi, je veux te dire une affaire, puis ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, là. Moi, j'aimerais ça être fier d'être Québécois. J'aimerais ça être fier d'être Canadien aussi. Je suis peut-être probablement moins Canadien que Québécois. De par notre langue, on est probablement plus attaché au Québec parce qu'on est que le Canada. On ne sait pas trop c'est quoi ce pays-là depuis qu'on est au monde, on va se le dire. Peut-être qu'un Ontarien le file plus que nous autres, je ne sais pas. Là. Mais tu sais, moi, j'ai jamais été un grand fédéraliste. Je ne me promène pas avec la feuille d'érable, puis je me lève pas pendant l'hymne national comme si j'étais hyper fier. Je ne peux pas faire semblant de ça. Mais si vous me le demandez, j'aimerais ça l'être. J'aimerais ça être hyper fier d'être Québécois. On l'a déjà été d'ailleurs. Okay, les années 70, les années 80, quand on était jeunes, on l'était. C'est plus tard que ça a commencé à s'effriter, alors qu'on est devenu de plus en plus saucé par le gouvernement. Et que cette maudite maladie-là, ce maudit virus-là s'est emparé de nous autres. À partir de là, on est devenu plus dépendant du gouvernement. On est devenu moins... on est moins productif. On a goût moins de prendre de risques. On se laisse aller pas mal. On est d'un pantoufle beaucoup. Et pourtant, c'est pas parce qu'il n'y a pas du monde qui nous l'ont dit, là.
Et ça, cette bébite québécoise-là qu'on a créée, qui est le gros gouvernement qui gère tout, ben, ça nous a étouffés, on est un peu des genres de zombies en pyjama. Et le Canada, d'une certaine mesure, est à la même place. C'est pour ça qu'on est dans cette situation-là où on est faible. C'est pas d'autre chose que ça. Et qui nous a amenés là? Les Trudeau de ce monde. Oui, nous, on a une responsabilité. On n'avait à pas donner des mandats à ces hosties de gauchistes socialistes de merde qui ont fait de nous autres des locks du monde qui écoute la TV, puis qui paye des taxes, puis qui fournit du cash à ce monde-là, qui s'amuse avec. On est des genres d'esclaves de ce système-là. Oui, on aurait pu se lever. Oui, on aurait pu être... Mais on a perdu ça. On a perdu ce feu-là. Je veux que je vous dise. Ils ont peut-être fait une bonne job à ce niveau-là de réussir à nous endormir comme personne ne nous a endormis avant. Mais depuis 2 générations, ça commençait avec les boomers, malheureusement. Les boomers qui n'étaient pas ça du tout dans les années 60-70. Sont devenus, Chris, le monde en pyjama, qui se font brainwasher à longueur de journée à TV par les politiciens qui y parlent et par les journalistes qui sont les amis des politiciens ou des futurs politiciens. Puis, ce qui se dit dans la TV, dans la boîte sur le mur, c'est comme quelque chose qui est la vérité, puis jamais ils questionnent ça. Puis d'autres aussi ont suivi, d'autres générations ont suivi. On est devenu amorphes. Les amis, si on était comme... Les Américains travaillent comme ça se peut pas. Des fois, je regarde aller, je me dis, tabarnak, ils travaillent. Travaillent. Le 26 décembre, ils travaillent. OK. Le 24, finissent à 5 heures. Ils travaillent de même, OK? Ils sont comme ça. Les gens de construction, ça travaille jusqu'à 7 heures, jusqu'à 9 heures. Ils travaillent le samedi, ils travaillent le dimanche. Ils travaillent le 1er janvier. Le 1er janvier, les banques sont ouvertes en passant. Donc, on a fait des choix, puis c'est correct. On les a fait avec la machine, puis les gens ont voulu ce genre de patente-là. Mais aujourd'hui, on n'est plus productif, on ne crée plus rien, on n'a plus d'entreprise dans laquelle on est fier. Écoutez bien, là, c'est un peu ce qu'on voulait, puis c'est ce qu'on a. Mais on est faible. À cause des choix qu'on a faits, nous sommes faibles. Mais à la base, les choix, c'est ça l'histoire, c'est que l'idée de la social-démocratie, au départ, parce que c'était un peu comme une réponse au capitalisme, d'une manière. Oui. Là, tu te dis, oui, mais la social-démocratie, ça va... on va abolir la pauvreté, on va abolir les inégalités. Donc, on l'a pas fait. Ça va être une société plus juste. Mais ça l'est pas. Non, mais le but, c'était ça. Au départ, les gens ont embarqué là-dedans parce qu'ils ont cru que ce modèle-là, on allait avoir une société beaucoup plus juste puis beaucoup plus égale. Oui, puis, c'était le but, mais ce que c'est devenu, c'est que la classe moyenne, même supérieure, est étranglée. Elle a des salaires, elle a des jobs, mais elle n'arrive pas parce qu'elle est toujours de toutes sortes de moyens en train de donner tout ce qu'elle gagne. Tout ce qui est là pour qu'on motive les gens à avoir mieux, on les démotive parce qu'à chaque fois qu'il fait plus, on va y en chercher de plus en plus. Et ce que ça a fait, c'est que ça a fait l'inégalité entre les payeurs de taxes, la classe moyenne et la machine. La machine est riche, elle. La machine est extrêmement riche. Ceux qui sont dedans sont extrêmement bien. Mais tous ceux qui sont alentour de la machine crèvent. C'est qu'on l'a cru à la social-démocratie. On l'a cru à cette machine-là qui ramasse et qui distribue. On nous exclut en passant. Non, je sais. Mais le bout qu'on l'a oublié, c'est que cette machine-là, ben, c'est un plat de bonbons, puis c'est les premiers à servir dedans. Ce qui reste, ça va aller à toi. Là. Mais ça, le monde, ce qu'on a fait au Canada... Ça a pris des décennies pour s'en rendre compte. Là, on le voit qu'on a la face dans notre tonne de marde. Exact, voilà. Exact. Ce qu'on a fait, Jerry, c'est que, puis les pirates, puis Mr. White, ce qu'on a fait, c'est que on a fait le communisme avec une sauce un peu plus humaine et un peu plus moderne. Exact. Oh, mais c'est ça. On a pris ce chemin-là. C'était du communisme. On permet un peu comme la Chine. La Chine permet... La Chine permet un paquet de choses. Nous autres, on a. Puis il y a certains modèles qui vont mieux. Il y en a qui vont parler de pays scandinaves. Les pays scandinaves se sont éloignés beaucoup de ce qu'ils faisaient dans les années 70 en passant. Donc, le résultat, c'est qu'on est faible. C'est ça qu'il faut retenir de ce qui se passe. Et même si Trudeau s'en va, peu importe où il va, où il est encore clairement le premier ministre, puis il va probablement vouloir le rester le plus longtemps possible. OK?
Ce qu'on comprend, c'est que ce gars-là pense que les Canadiens vont choisir qu'est-ce qu'ils veulent dans le futur. Ce qu'il faut juste se souvenir en ce moment et se rappeler dans pas longtemps, quand on va recommencer et on va oublier cette passe-là, c'est que si on ne veut pas que ça nous arrive pour vrai, il faut qu'on se mette à travailler comme le calice. Il faut qu'on diminue le gouvernement. Il faut qu'on le rende le plus petit possible. Il faut enlever les red tapes. Il faut libéraliser toute la patente. Oui. Il faut de la liberté économique. Il faut redonner le pouvoir à l'individu et l'enlever de la machine. Il faut se rappeler que quand on envoie quelqu'un à la tête du pays ou à la tête d'une province, c'est notre fucking employé et qui n'a aucun fucking droit sur nous. C'est pas un empereur qu'on envoie. C'est pas quelqu'un qui nous fait la leçon sur ce qu'on devrait être, puis c'est qui les bons, puis c'est qui les méchants. Non, on t'envoie là-bas, on t'envoie le moins d'argent possible, tu t'organises pour nous livrer ce qu'on te demande, puis tu fermes ta gueule. C'est ça la job d'un PM. Ça, à un moment donné, il va falloir virer ça de bord. Ça n'arrivera pas là, parce qu'on a une classe dominante qui est en pyjama puis qui attend la mort au plus crisse. Mais à un moment donné, il y aura un changement à faire. Parce qu'à chaque jour, on est de plus en plus faible. À chaque jour, on est de plus en plus sur le bord d'aller voir le syndic. Non, quand tu vas voir le syndic, tu mènes plus, là. Ah, non, mais non, les Canadiens ne font ça, ne feront jamais ça. Ils sont beaucoup trop fiers. Les gens qui vont chez le syndic sont fiers aussi, esti. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. La même affaire. Donc, voilà pour... toute cette histoire-là me vire à l'envers. Toute cette histoire-là me vire à l'envers parce que ça nous... on vient d'ouvrir le rideau de la fenêtre. C'est ça. Puis il y a des horreurs. Puis sais-tu quoi? Il y a des gens que... La fenêtre s'ouvre, puis il y a des horreurs qui sont évidentes, puis ils ne veulent même pas y voir. Ils veulent semblant que... C'est l'exemple que je prends 1000 fois par année. Le Titanic coule, puis l'orchestre joue encore. Ouais. Cathy Bates est là avec Victor dans Les Feux de l'amour. Bon, oui, c'est ça. Puis l'autre est en train de sauter à bonne femme dans la calèche en bas. L'eau est rendue à moitié, il est en train de soigner à bonne femme. Puis, c'est là où on est. Ouais. Puis Trudeau, lui, il a ramassé un bébé sur le bateau pour sauver un bébé qui n'était pas à lui pour sauver du bateau. Oui, exact. Oui. Lui il embarque dans le chaloupe, puis il laisse le bébé sur le bateau. Ouais. Les autres, ils s'arrangeront. Le peuple s'arrangera. Eh bien, voilà pour un bout du lab de Mr. White. L'histoire, c'est qu'on rajoute quasiment 45 minutes de plus dans la version Prime. Et on aurait pu en faire encore 1 heure de plus, mais là, après 4h, 4h15 de podcast aujourd'hui, c'est le temps de partir pour le week-end. Bon match de football. On a 4 games en fin de semaine. 5 games avec le Monday Night, je pense, c'est ça, hein? 5 games. Exactement ça. Donc, 5 games. 2 samedis, 3 dimanches et une lundi. Exact. Donc, on parle de 6 games. Donc, 2, 3 et... C'est ça, c'est 3 dimanches. Hein? C'est ça. 3 dimanches. 2, 3, 6 games. Ça fait 6 games. Finalement, on arrive à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabarnak. Facile à compter. Il y a beaucoup de football. Bon week-end. Et on a un match ce soir collégial. L'autre demi-finale, c'est Ohio contre... Les Longhorns. Oui, les Oranges. Avec Mathieu, le sauteur de douche, qui va être le long des lignes de côté aussi. Donc, bon week-end, la gang. See ya. Merci, Mr. White. Yeah. Broadcasting from the den.